Victoria Hayes saisit le micro et désigna la Mustang rouillée garée au fond du parking. Mesdames et messieurs, je vous présente le futur des transports. Les cadres éclatèrent de rire. Les flashs des appareils photo des téléphones portables crépitèrent. Le concierge resta figé à côté de sa voiture, le balai à la main. Mais Marcus Chen fit alors quelque chose que personne n'avait prévu. Il se dirigea vers sa voiture, ouvrit la portière et tourna la clé. Le moteur n'a pas craché. Il n'a pas toussé. Il a rugi d'un son si pur, si puissant que tous les rires se sont éteints dans toutes les gorges. Ce que Victoria ignorait, c'est que sous cette carrosserie rouillée se cachait un secret de 2 milliards de dollars. Un secret qui allait détruire son empire et révéler le péché le plus sombre de sa propre famille. Laissez un commentaire avec le nom de votre ville afin que je puisse voir jusqu'où cette histoire voyage. Les rires ont commencé à 16h47 précise, un vendredi après-midi. Marcus Chen les a entendus avant de les voir. Ce son aigu et cruel qui transperce la poitrine d'un homme comme du verre brisé. Il poussait son seau à balai à travers le hall d'entrée de Hayes Aerospace Technologies lorsque la première vague l'a frappé. Oh mon Dieu, cette chose est-elle même autorisée à circuler? Il n'avait pas besoin de lever les yeux pour savoir pourquoi il riait. Il le savait déjà. Sa voiture, sa Ford Mustang de 1972, celle dont la rouille s'étendait sur le capot comme une maladie, celle dont la portière passager ne fermait pas correctement, celle qui semblait appartenir à une casse automobile et non au parking d'une entreprise aérospatiale valant 4 milliards de dollars. Marcus continua à essuyer. Il avait appris depuis longtemps que la meilleure façon de survivre était de rester invisible, garder la tête baissée, faire son travail, ne leur donner aucun souvenir. Mais aujourd'hui, ils n'allaient pas le laisser disparaître. Marcus, hey Marcus, la voix appartenait à Brad Thornton, vice-président des opérations. Âgé de 42 ans, titulaire d'un MBA de Harvard, il conduisait une Tesla Model S qui coûtait plus cher que ce que Marcus gagnait en 3 ans. Brad était le genre d'homme qui mesurait sa valeur à la taille de son bureau et à la crainte qu'il inspirait aux autres. Marcus cessa de nettoyer. « Oui, monsieur. Venez dehors une seconde. Victoria veut vous montrer quelque chose. » Victoria. Victoria Hayes, la PDG. La femme qui possédait tout. L'immeuble, l'entreprise, les brevets, l'avenir. La femme qui n'avait jamais regardé Marcus dans les yeux depuis 4 ans qu'il travaillait ici. Marcus sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. « Je dois finir ce sol, monsieur. Le sol peut attendre. » Le sourire de Brad n'atteignait pas ses yeux. C'est important. Marcus appuya sa serpillière contre le mur et suivit Brad à travers les portes vitrées dans le soleil de l'après-midi. Le parking était bondé. Au moins 50 employés s'étaient rassemblés en demi-cercle et, au centre, se tenait Victoria Hayes. Elle avait 43 ans et en paraissait 35. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière. Elle portait un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus cher qu'un semestre à Stanford. Elle tenait un micro sans fil dans une main et une flûte de champagne dans l'autre. Ah, le voilà! La voix de Victoria résonnait à travers le parking, amplifiée par le système de haut-parleurs que quelqu'un avait installé. Notre invité d'honneur. Marcus s'arrêta de marcher. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Allez, ne soyez pas timide. » Victoria lui fit signe d'avancer. « Nous organisons notre présentation trimestrielle sur l'innovation. Vous connaissez la chanson. Tout le monde montre ses nouveaux véhicules, parle de l'avenir des transports, et je me suis dit, pourquoi ne pas inclure tout le monde, même notre personnel de soutien? Des rires parcoururent la foule. Marcus ne bougea pas. C'est votre voiture, n'est-ce pas? Victoria désigna la Mustang garée dans le coin le plus éloigné du parking. Le modèle vintage? Encore des rires. Plus fort cette fois. Marcus sentit sa mâchoire se crisper. 4 ans. 4 ans à nettoyer les sols, vider les poubelles et nettoyer les toilettes que les cadres ne prenaient pas la peine de tirer. 4 ans à être invisible. Et maintenant, cette femme qui n'avait jamais appris son nom, qui passait devant lui tous les jours comme s'il était un meuble, le mettait en scène comme un animal de cirque. « Oui, madame, dit-il doucement. C'est ma voiture. Merveilleux. » Victoria applaudit. « Mesdames et messieurs, je vous présente l'avenir de l'aérospatiale, apparemment. » Elle fit un geste vers la Mustang. « Je veux dire, si cette chose peut encore rouler, on peut sûrement envoyer une fusée sur Mars, non? » La foule explosa. Les gens se pliaient en deux, essuyant leurs larmes. Quelqu'un cria. « Est-ce qu'elle fonctionne à l'espoir et aux prières? » Marcus resta immobile.
Il pensa à Helena. Il pensa à la nuit où elle était morte en lui tenant la main dans cette chambre d'hôpital, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ne les laisse pas l'enterrer, Marcus. Ne les laisse pas gagner. Il pensa au moteur caché sous ce capot rouillé, le moteur qu'elle l'avait aidé à construire, le moteur qui pouvait tout changer, et quelque chose bougea en lui. « Vous voulez voir si elle roule ?» demanda Marcus. Les rires s'interrompirent. Victoria haussa un sourcil. « Pardon? Vous voulez voir si ma voiture roule ?» Marcus se dirigea vers la Mustang. « Je vais te montrer. » La foule s'écarta. Marcus pouvait sentir leurs regards dans son dos. Il pouvait entendre les chuchotements commencer. « Qu'est-ce qu'il fait? Il est sérieux. Ça devrait être intéressant. » Il atteignit la Mustang et posa la main sur la poignée de la portière. Le métal était chaud à cause du soleil de l'après-midi. Familier, réconfortant. Marcus. La voix de Brad était pleine d'avertissement. « Tu devrais peut-être juste… » Marcus ouvrit la portière et se glissa sur le siège conducteur. L'intérieur sentait le cuir vieilli, l'huile de moteur et d'autres choses. Quelque chose que seul Marcus pouvait identifier. Le parfum d'Helena. Faible maintenant, presque disparu, mais toujours présent, toujours avec lui. Il posa ses mains sur le volant et ferma les yeux. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'ai essayé de rester invisible, mais ils ne me laissent pas faire. » Puis il tourna la clé. Le moteur ne toussa pas, il ne toussa pas. Il ne siffla pas, ne gémit pas et ne fit aucun des bruits que l'on pourrait attendre d'une voiture vieille de 50 ans avec de la rouille sur le capot. Au lieu de cela, il chanta. Une harmonique profonde, douce et puissante qui roula à travers le parking comme le tonnerre. Le son était différent de tout ce que la foule avait jamais entendu. Il ne provenait pas d'une voiture, ni d'un avion, ni d'aucune machine jamais construite. Il était pur, parfait, vivant. Les rires cessèrent. Toutes les personnes présentes sur le parking se turent. Marcus fit vrombir le moteur une fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois, ce son impossible emplit l'air, faisant vibrer leur poitrine et résonner leurs dents. La flûte de champagne de Victoria glissa de ses doigts et se brisa sur l'asphalte. Marcus coupa le moteur, sortit de la voiture et retourna vers le bâtiment sans regarder personne. « Attendez !» La voix de Victoria avait perdu son ton moqueur. « Attendez, qu'est-ce que c'était? Quel genre de moteur? » Mais Marcus était déjà parti, disparaissant derrière les portes vitrées, retournant à son balai, son seau et son invisibilité. Derrière lui, la foule restait figée, fixant la Mustang rouillée comme si elle venait d'assister à un miracle. Car c'était le cas, mais elle ne le savait pas encore. Nam Victoria ne put dormir cette nuit-là. Allongée dans sa chambre au 37e étage de son penthouse surplombant San Francisco, elle fixait le plafond et écoutait ce bruit résonner dans son esprit. Ce moteur impossible. Elle avait baigné dans le monde de l'automobile toute sa vie. Son père avait fait de Hayes Aerospace, un petit fabricant de pièces automobiles, un géant mondial de l'aérospatial. Elle avait grandi dans des garages et des usines, entourée de l'odeur de l'essence et du rugissement des moteurs à combustion. Elle savait quel bruit faisaient les machines, et ce bruit doux, parfait, presque musical, n'était pas quelque chose qu'une machine pouvait produire. Elle prit son téléphone et composa un numéro. « Brad, j'ai besoin de vous dans mon bureau demain matin à 6 heures. Victoria, il est 2 heures du matin. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Marcus Chen, son parcours professionnel, ses antécédents. Je veux savoir d'où il vient, où il a travaillé avant, ce qu'il faisait avant de commencer à passer la serpillière dans mon immeuble. » Silence à l'autre bout du fil. « Brad, ce concierge, tu veux que j'enquête sur le concierge? Tu as entendu ce moteur aujourd'hui? » Je veux dire, oui, c'était différent, je suppose. Une vieille voiture probablement modifiée. Différente. Victoria s'assit dans son lit. « Brad, j'ai entendu des moteurs de Ferrari, de Lamborghini, d'avions militaires capables de franchir le mur du son. Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Jamais. Pas une seule fois. » Elle pouvait entendre Brad respirer à l'autre bout du fil. « Sisa ?» répéta-t-elle. « Ne sois pas en retard. » Elle raccrocha et se recoucha, mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Marcus Chen alors qu'il rentrait dans le bâtiment. Pas de triomphe, pas de satisfaction, pas de vengeance, juste de la tristesse, comme un homme portant un fardeau trop lourd à supporter.
Brad l'attendait dans son bureau à 5h45. « Tu as mauvaise mine, dit Victoria en se servant un café. « Merci, toi aussi. » Brad déposa un mince dossier sur son bureau. « C'est tout ce que j'ai pu trouver, ce qui n'est pas grand-chose. » Victoria prit le dossier et commença à le lire. Marcus Chen, 52 ans, né à Oakland, licence en génie mécanique du MIT, maîtrise de Stanford. Elle s'arrêta de lire. « Attendez, le MIT. Stanford, ça s'améliore. » Brad se cala dans son fauteuil. Après Stanford, il a passé 12 ans au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, où il a travaillé sur des systèmes de propulsion pour des missions spatiales lointaines, publié des articles et remporté des prix. Ce type était une étoile montante. Victoria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Alors qu'est-ce qu'il fout à nettoyer mes sols? C'est là que ça devient bizarre. Brad désigna le dossier. Il y a environ 15 ans, il disparaît, quitte la NASA, disparaît complètement. Pas de publication, pas de brevet, pas de dossier professionnel, rien. Puis, il y a 4 ans, il se présente ici, postule pour un poste de concierge avec un faux CV qui le présente comme un décrocheur scolaire sans expérience professionnelle. Un faux CV. Celui qui a vérifié ses antécédents n'a pas creusé très loin. Ou peut-être qu'il s'en fichait. Après tout, qui enquête sur les concierges? Victoria fixait le dossier, l'esprit en ébullition. Un ingénieur de la NASA, spécialiste en propulsion, caché dans son immeuble pendant 4 ans, nettoyant les sols et vidant les poubelles. Pourquoi? Il y a encore une chose, dit Brad doucement. J'ai trouvé un vieil article de journal datant d'il y a 15 ans, juste avant que Chen ne disparaisse de la NASA. Il lui tendit une copie imprimée. Le titre disait « La femme d'un ingénieur aérospatial perd son combat contre le cancer ». En dessous, une photo de Marcus Chen, plus jeune et plus mince, les yeux creusés par le chagrin, debout à côté d'une femme alitée à l'hôpital. La femme souriait malgré les tubes dans ses bras et les cernes sous ses yeux. Elle s'appelait Elena Chen. Elle était également ingénieure. Elle est décédée à l'âge de 41 ans. Ils travaillaient ensemble sur un projet. Brad a parlé d'une sorte de système de propulsion avancé. L'article le mentionne brièvement, le qualifiant de moteur révolutionnaire à recyclage d'énergie, mais il n'y a pas d'autres informations, pas de brevet déposé, pas de recherche complémentaire. C'est comme si tout le projet avait disparu. Victoria a lu l'article 3 fois. Moteur révolutionnaire à recyclage d'énergie. Elle a repensé au bruit dans le parking. Ce bruit doux et impossible. Je veux les images de vidéosurveillance, a-t-elle finalement dit. Toutes les caméras du parking. Je veux voir ce qu'il fait avec cette voiture comme personne ne le regarde. Victoria, c'est un peu exagéré. Brad a hésité, puis a acquiescé. Je les aurai d'ici la fin de la journée. Les images sont arrivées à 18h. Victoria a verrouillé la porte de son bureau et les a regardées seule. La première vidéo montrait Marcus arrivant au travail à 5h30 du matin et garant la Mustang dans le coin le plus éloigné du parking, au même endroit chaque jour. Rien d'inhabituel. La deuxième vidéo le montrait partant à 23h, 3 heures après la fin de son service. Il ne se rendit pas directement à sa voiture. Il se dirigea plutôt vers le coffre, l'ouvrit et en sortit une petite boîte à outils. Victoria se pencha vers l'écran. Marcus ouvrit le capot de la Mustang et se mit au travail. L'angle de la caméra n'était pas idéal, mais elle pouvait le voir régler des choses, connecter des fils, vérifier des jauges sur une sorte d'appareil portable. Ce n'était pas un entretien ordinaire. C'était de l'ingénierie. Elle fit défiler 3 semaines d'images, le même schéma se répétant chaque nuit. Marcus restait tard, travaillait sur sa voiture pendant 2 ou 3 heures, puis rentrait chez lui. Personne ne le remarquait. Personne ne s'en souciait. Il n'était que le concierge. Puis elle trouva. Dans un clip datant de 11 jours, Marcus déconnectait quelque chose du moteur. Une conduite de carburant. Victoria ne pouvait pas en être certaine, mais elle le voyait reculer et démarrer la voiture. Le moteur tournait sans conduite de carburant connectée. Le moteur tourna pendant 10 minutes avant que Marcus ne l'arrête, reconnecte la conduite et s'en aille. Victoria mit la vidéo en pause. Ses mains tremblaient. Un moteur qui fonctionne sans carburant. Un moteur qui recycle sa propre énergie. Un moteur qui n'a pas d'équivalent sur Terre. « Mon Dieu, murmura-t-elle, qu'avez-vous construit? » Le lendemain matin, Victoria appela Marcus dans son bureau. Il entra, toujours vêtu de sa combinaison grise,
les mains rugueuses et cailleuses à force de travailler depuis des années. Il se tint près de la porte, comme s'il était prêt à s'enfuir à tout moment. « Asseyez-vous, dit Victoria. Marcus ne bougea pas. « S'il vous plaît. » Lentement, il s'assit sur une chaise. Victoria l'observa longuement. Il avait l'air fatigué, usé, comme un homme qui fuyait quelque chose depuis très longtemps. « J'ai fait des recherches sur vous, dit-elle. MIT, Stanford, NASA. Vous étiez ingénieur en propulsion. Un bon ingénieur, d'après ce que je peux voir. » L'expression de Marcus ne changea pas. C'était il y a longtemps. Pas si longtemps. 15 ans, ce n'est pas de l'histoire ancienne, Marcus. Vous auriez pu travailler n'importe où. SpaceX vous aurait embauché sans hésiter. Boeing Lockheed. Bon sang, vous auriez pu créer votre propre entreprise. Pourquoi êtes-vous ici à passer la serpillière dans mon immeuble? J'avais besoin d'un travail. Victoria se pencha en avant. Tu caches quelque chose. Ta voiture? Son moteur? J'ai entendu beaucoup de moteurs dans ma vie. Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Pour la première fois, quelque chose vacilla dans les yeux de Marcus. De la prudence, peut-être de la peur. C'est juste une vieille voiture, dit-il. Alors ça ne te dérangera pas de me la vendre. Silence. Je vous en donne 50 000 $, continua Victoria. En espèces, aujourd'hui. C'est plus que ce que vaut cette voiture, quelle que soit la manière dont on l'évalue. Elle n'est pas à vendre. 100 000, non. 200 000. Marcus se leva. Je dois retourner travailler. Un demi-million de dollars. La voix de Victoria monta d'un ton. Un demi-million de dollars pour un tas de ferraille rouillé avec un moteur bizarre. Personne ne refuse une telle offre. Personne. Marcus se tourna vers elle. Pendant un instant, la fatigue dans ses yeux fit place à autre chose. Quelque chose de dur, de colérique. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Dit-il calmement. Vous voyez cette voiture et vous pensez à l'argent. Vous pensez à une opportunité. Vous pensez à un actif. Mais ce n'est pas ça. Cette voiture est tout ce qui me reste de ma femme. Chaque fois que je tourne la clé, j'entends sa voix. Chaque kilomètre que je parcours, je la sens à mes côtés. Ça ne s'achète pas, ni pour un demi-million, ni pour un demi-milliard. Victoria sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Une émotion qu'elle ne reconnaissait pas. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la honte. Elle la refoula. Tout le monde a un prix, Marcus. Non. Il secoua lentement la tête. Tout le monde n'en a pas. Certaines choses sont sacrées, certaines choses comptent plus que l'argent, mais vous ne pouvez pas comprendre cela, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais perdu quoi que ce soit qui ne puisse être remplacé. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Je sais qui était votre père, » dit-il sans se retourner. « Je sais ce qu'il a fait, ce qu'il a construit, et je sais ce qu'il a détruit pour le construire. » Victoria sentit son sang se glacer. « De quoi parlez-vous? » Mais Marcus était déjà parti, la porte se refermant derrière lui. Victoria passa le reste de la journée à essayer de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse aux paroles de Marcus. « Je sais ce que votre père a détruit. » Son père, William Hayes, était décédé 7 ans auparavant. Il avait bâti cette entreprise à partir de rien, l'avait transformée en un empire aérospatial et avait laissé à Victoria une fortune et un héritage qu'elle essayait encore d'assumer. Mais il n'avait jamais parlé de ses débuts. Il n'avait jamais expliqué d'où venait le capital initial, comment il avait acquis les brevets qui avaient lancé l'entreprise, avec qui il avait travaillé avant de devenir PDG de William Hayes. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Lui avait-il dit un jour lorsqu'elle lui avait posé des questions sur les origines de l'entreprise. Des choses qui n'avaient plus d'importance, mais qui en avaient pourtant. Victoria pouvait maintenant le sentir comme une écharde qui remontait à la surface de sa peau. Qu'est-ce que son père avait détruit? Et pourquoi Marcus Chen, un concierge ayant travaillé à la NASA et doté d'un moteur impossible, semblait-il connaître la réponse? 3 jours plus tard, Victoria prit sa décision. Elle appela Brad dans son bureau à 7 heures du matin. « Virez-le. » Brad cligna des yeux. « Virez qui? »« Marcus Chen, le concierge. Je veux qu'il soit parti avant le midi. »« Quoi? Pourquoi? Il n'a rien fait de mal. Je n'ai pas besoin de raison. » La voix de Victoria était neutre, froide. « Je suis la PDG. Je peux licencier qui je veux. La sécurité l'accompagnera dehors. Assurez-vous qu'il ne prenne rien dans le bâtiment. » Brad la fixa longuement. « Victoria, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Rien ne s'est passé. Je ne veux simplement plus de lui ici.
C'était un mensonge et ils le savaient tous les deux. Mais Brad travaillait pour Victoria depuis assez longtemps pour savoir quand il était inutile de discuter. Très bien, dit-il calmement. Je m'en occuperai. À 11h47, Marcus Chen fut escorté hors de Hayes Aerospace Technologies par deux agents de sécurité. Victoria le regarda depuis la fenêtre de son bureau traverser le parking pour rejoindre sa Mustang. Il ne se retourna pas vers le bâtiment, ne fit pas de scène, ouvrit simplement la portière, se glissa sur le siège conducteur et tourna la clé. Ce bruit à nouveau, ce bruit impossible, magnifique. Puis il partit et Victoria se retrouva seule avec le silence et les questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que se débarrasser de lui ferait disparaître le problème. Elle ne se doutait pas qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. 6 jours après le licenciement de Marcus Chen, le téléphone de Victoria sonna à 3 heures du matin. C'était sa responsable de l'ingénierie, le Dr. Patricia Reeves. « Allumez les informations », dit Patricia. Sa voix était étrange, tendue. « Channel 4, tout de suite ». Victoria chercha la télécommande à tâtons. L'écran s'alluma, diffusant une conférence de presse en cours. Un petit podium, un décor simple, une production modeste. Au centre se tenait un homme que Victoria reconnut immédiatement. Marcus Chen. Il avait l'air différent, rasé de près, vêtu d'un costume simple. Son regard était clair et concentré, la fatigue avait laissé place à autre chose. Une détermination. Je suis heureux d'annoncer qu'Aurora Dynamics a reçu un financement fédéral de 22 millions de dollars pour le développement de notre système de propulsion à énergie propre. Cette technologie, que ma défunte épouse Elena et moi-même avons développée ensemble il y a plus de 15 ans, a le potentiel de révolutionner non seulement l'aérospatiale, mais aussi les transports dans leur ensemble, déclara Marcus. Victoria avait le souffle coupé. Le moteur Aurora, poursuivit Marcus, est un système d'alimentation autonome qui recycle sa propre énergie. Dans des conditions de laboratoire, notre prototype a fonctionné en continu pendant 72 heures sans aucune source de carburant externe. Nous pensons que cette technologie peut réduire les émissions de carbone dans l'aviation jusqu'à 90% tout en augmentant l'efficacité et en réduisant les coûts d'exploitation. Les journalistes ont commencé à poser des questions. Monsieur Chen, est-il vrai que cette technologie vous a été volée il y a 15 ans? Marcus a marqué une pause. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose a bougé dans son regard. Il y aura un moment pour discuter de l'histoire de cette technologie, dit-il prudemment. Pour l'instant, je veux me concentrer sur l'avenir, sur ce que le moteur Aurora peut apporter au monde. Ma femme croyait que cette technologie pouvait aider les gens. C'est ce qui compte. C'est ce que je suis venu honorer ici. Victoria coupa le son de la télévision. Ses mains tremblaient. 22 millions de dollars de financement fédéral. Une technologie qui pourrait rendre toute son entreprise obsolète. Et Marcus Chen, le concierge qu'elle avait raillé, humilié et licencié, était désormais le visage de l'avenir. Mais c'était autre chose qui lui glaçait le sang. La question du journaliste. Est-il vrai que cette technologie vous a été volée? Victoria décrocha le téléphone et composa le numéro du plus vieil ami de son père, Richard Morrison, l'homme qui avait été là dès le début, qui avait aidé William Hayes à bâtir cet empire à partir de rien. Richard répondit à la 3e sonnerie, la voix encore endormie. « Victoria, tu sais quelle heure il est? Parle-moi de Marcus Chen. » Silence en adéquaise. « Richard, parle-moi de Marcus Chen. » Encore du silence, puis un long soupir lourd. « Que sais-tu exactement? Je sais qu'il travaillait à la NASA. Je sais qu'il avait une femme qui est décédée. Je sais qu'il possédait une technologie que quelqu'un lui a volée il y a 15 ans. » La voix de Victoria tremblait. « Ce que je veux savoir, c'est si ce quelqu'un était de mon père. » Silence qui s'éternisa. « Alors je pense que tu ferais mieux de venir chez moi. Ton père m'a laissé des dossiers qu'il ne voulait pas que tu vois. » Victoria était déjà dans sa voiture avant que Richard ait fini de parler. Richard Morrison vivait dans un manoir à Atherton, à 20 minutes de Stanford. Il connaissait Victoria depuis qu'elle était enfant, l'avait fait sauter sur ses genoux, avait prononcé l'éloge funèbre lors des funérailles de son père. À présent, il se tenait devant sa porte d'entrée à 4 heures du matin, un vieil homme en peignoir tenant un dossier en papier craft qui semblait peser plus lourd que le monde. « Votre père était un homme complexe.
dit Richard en la conduisant dans son bureau. Brillant, impitoyable, capable d'une grande gentillesse et d'une grande cruauté, parfois dans le même souffle. A-t-il volé le moteur Aurora? Richard s'assit lourdement dans un fauteuil en cuir. Voler est un mot fort, il lui tendit le dossier. Mais oui, en substance, oui. Victoria ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents, des papiers juridiques, des demandes de brevets et une lettre manuscrite dans l'écriture caractéristique de son père. Oh, elle commença à lire. 15 minutes plus tard, elle leva les yeux. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. « Il les a détruits », murmura-t-elle. « Marcus et sa femme. Ils sont venus voir mon père pour obtenir un financement en vue d'un partenariat, et il a tout pris. Il a enterré les brevets, il a menacé de les ruiner avec des poursuites judiciaires s'ils essayaient de se défendre. Il a vu une opportunité, dit Richard calmement. Un jeune couple sans argent, sans relation, sans moyen de se défendre, et une technologie qui pouvait valoir des milliards. Ton père était beaucoup de choses, Victoria, mais il n'était pas sentimental. Victoria fixait la lettre qu'elle tenait entre ses mains. L'écriture était claire, précise, professionnelle. Acquisition des brevets de régénération thermique de Chen. L'équipe juridique estime le coût du règlement à 2,3 millions pour supprimer toutes les réclamations. Valeur de plusieurs milliards dans ses applications à long terme. Chen ne se remettra jamais financièrement ni professionnellement. Projet Aurora terminé. Technologie sécurisée. Les mots de son père, le péché de son père et maintenant l'héritage de sa fille. Je me suis moqué de lui, dit Victoria d'une voix à peine audible. Je l'ai humilié devant toute l'entreprise. Je l'ai licencié et il était au courant depuis le début. Il savait ce que mon père avait fait et il n'a jamais rien dit. Richard tendit la main et prit la sienne. La question maintenant, dit-il doucement, c'est « qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Victoria regarda le dossier, la preuve de la trahison de sa famille, la vérité à laquelle elle ne pouvait plus échapper. Et pour la première fois de sa vie, elle ne savait pas quoi faire. Victoria ne rentra pas chez elle cette nuit-là. Elle resta assise dans le bureau de Richard Morrison jusqu'à l'aube, relisant sans cesse tous les documents contenus dans ce dossier. Les documents juridiques, les demandes de brevets, les notes internes, les notes manuscrites de son père, froides et calculatrices, décrivant comment il avait systématiquement détruit la vie de 2 personnes pour bâtir son empire. « Tu devrais dormir un peu », dit Richard vers 6 heures du matin, en posant une tasse de café à côté d'elle. Victoria ne leva pas les yeux. « Comment as-tu pu vivre avec ça? Toutes ces années, sachant ce qu'il avait fait. » Richard soupira et s'assit dans le fauteuil en face d'elle. « Ton père était mon meilleur ami depuis 40 ans. Je l'aimais comme un frère, mais je n'ai jamais dit que j'étais fier de tout ce qu'il avait fait. Tu aurais pu me le dire. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Les brevets étaient déposés. L'entreprise était créée. Marcus Chen avait déjà disparu. Ton père s'était convaincu que ce n'était que du business, la loi du plus fort. Les forts prennent aux faibles. » Richard secoua lentement la tête. « Je n'étais pas d'accord, mais je ne l'ai pas arrêté. C'est mon péché à porter. » Victoria leva enfin les yeux. Elle avait les yeux rougis, elle était épuisée. La technologie de ses brevets, le moteur Aurora, c'est réel. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Marcus le conduit depuis 15 ans dans cette vieille Mustang. Je sais que cela pourrait tout changer. L'aviation, les transports, l'énergie, cela pourrait valoir des milliards. Richard a terminé. Oui, ton père le savait aussi. Pourquoi crois-tu qu'il était si déterminé à l'acquérir? Victoria se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas dans le bureau comme un animal en cage. Mais il ne l'a jamais utilisé. Les brevets sont restés dans nos archives pendant 15 ans. Nous n'avons jamais développé cette technologie. Nous n'avons même jamais essayé. Ton père n'a pas réussi à le faire fonctionner. La voix de Richard était calme. Il a demandé à ses ingénieurs d'étudier les brevets pendant des années. Ils ont construit prototype après prototype. Aucun ne fonctionnait comme l'original. Les plans étaient incomplets. Marcus et Elena avaient gardé les composants essentiels dans leur tête, pas sur papier. Sans leur coopération, la technologie était inutile. Il a donc volé quelque chose qu'il ne pouvait même pas utiliser. Il l'a volé pour que personne d'autre ne puisse l'utiliser. Cela lui suffisait. Victoria cessa d'arpenter la pièce. Elle fixa Richard avec un regard nouveau qui ressemblait presque à de l'espoir. Mais Marcus a toujours l'original, le prototype qui fonctionne. Il est resté dans sa voiture tout ce temps. Victoria, j'ai besoin de ce moteur. Richard,
Pas seulement pour l'entreprise, mais pour tout. Comprends-tu ce que cette technologie pourrait signifier? Une énergie propre pour toute l'industrie aéronautique. Une réduction des émissions, des transports durables. Il ne s'agit plus seulement d'argent. Richard scruta son visage pendant un long moment. C'est vraiment pour ça que tu le veux? Ou est-ce que parce que tu ne supportes pas l'idée qu'un concierge possède quelque chose que tu n'as pas? La question frappa Victoria comme une gifle. Elle voulait le nier. Elle voulait revendiquer des intentions nobles, des objectifs humanitaires, un leadership visionnaire. Mais quelque chose dans les yeux de Richard rendait le mensonge impossible. « Je ne sais pas, admet-elle finalement. Je ne sais plus ce que je veux. » « Je sais juste que je ne peux pas laisser passer ça. » Richard acquiesça lentement. « Alors je suppose que tu ferais mieux de déterminer qui tu es vraiment avant de faire quelque chose d'irréversible. » Victoria attrapa le dossier et se dirigea vers la porte. « Garde cette conversation entre nous, Victoria. » La voix de Richard l'arrêta. « Ton père a passé toute sa vie à prendre des choses à des gens qui ne pouvaient pas se défendre. Il est mort riche, puissant et complètement seul. Est-ce vraiment l'héritage que tu veux perpétuer? » Victoria ne répondit pas. Elle sortit dans le soleil matinal, monta dans sa voiture et partit. Mais la question de Richard la suivit, résonnant dans son esprit comme un fantôme dont elle ne pouvait se débarrasser. 3 jours plus tard, Victoria convoqua une réunion d'urgence de son équipe d'ingénieurs seniors. Le Dr. Patricia Reeves arriva à la première, suivi des responsables de la science des matériaux de propulsion et des systèmes avancés. Ils entrèrent dans la salle de conférence, l'air confus et légèrement nerveux. Les réunions d'urgence avec Victoria Hayes signifiaient généralement que quelqu'un était sur le point d'être licencié. « Fermez la porte, » dit Victoria. « Ce que je vais vous montrer ne doit pas sortir de cette pièce. Quiconque violera cette confidentialité sera immédiatement licencié et poursuivi en justice jusqu'à ce qu'il soit ruiné. Compris? » Tout le monde autour de la table acquiesça nerveusement. Victoria afficha les images de vidéosurveillance sur l'écran mural, les mêmes clips qu'elle avait regardés une 12aine de fois. Marcus Chen travaillant sur sa voiture, le moteur tournant sans carburant. Ce son incroyablement beau. « Voici Marcus Chen, dit-elle. Jusqu'à récemment, il travaillait ici comme concierge. Avant cela, il était ingénieur en propulsion à la NASA. Et le moteur que vous voyez s'appelle Aurora, un système d'alimentation autonome et régénératif qui recycle sa propre énergie. » Le Dr. Reeves se pencha en avant, les yeux rivés sur l'écran. « C'est impossible. Les lois de la thermodynamique. Je connais ces lois. Mais je sais aussi ce que je vois. Ce moteur fonctionne sans carburant externe. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il doit y avoir une source d'énergie cachée, dit David Kim, responsable de la propulsion. Une batterie, peut-être quelque chose que nous ne voyons pas dans les images. Peut-être, mais je ne pense pas. » Victoria met de la vidéo en pause sur une image montrant le compartiment moteur. « Je veux que vous étudiez ces images sous tous les angles, image par image. Je veux que vous compreniez ce qu'il a construit et comment il l'a construit. Ensuite, je veux que vous le reproduisiez. Silence autour de la table. Vous voulez que nous procédions à une ingénierie inverse de sa technologie? » demanda lentement le Dr. Reeves à partir des images de la caméra de sécurité. « Oui, Victoria. Même si nous pouvions comprendre la conception de base, il serait impossible de reproduire les matériaux, les tolérances et les configurations spécifiques. L'ingénierie ne fonctionne pas ainsi. On ne peut pas simplement regarder une image de quelque chose et le construire. Alors, trouvez un autre moyen. Engagez des consultants, accédez à nos archives de brevets. Faites tout ce qu'il faut. Je veux un prototype fonctionnel dans 30 jours. » David Kim se tortilla inconfortablement sur sa chaise. « Quelles archives de brevets? Nous n'avons rien sur les systèmes d'énergie régénérative. Si, nous avons quelque chose. » La voix de Victoria était neutre. « Mon père a acquis des brevets dans ce domaine il y a 15 ans. Ils sont enfouis quelque part dans nos actifs de propriété intellectuelle. Trouvez-les. Utilisez-les. Peu importe ce qu'il faudra. » Les ingénieurs échangèrent des regards. Quelque chose n'allait pas. Ils le sentaient tous, mais aucun d'entre eux n'avait le courage de poser des questions. « 30 jours, répéta Victoria. Faites le nécessaire. L'équipe travailla sans relâche. Le Dr. Reeves sortit les brevets enfouis des archives et passa 3 jours à essayer de comprendre les principes de base. Les documents étaient incomplets, délibérément vagues sur des points cruciaux,
mais il fournissait suffisamment de bases pour commencer les expérimentations. L'équipe de propulsion de David Kim a construit son premier prototype au cours de la deuxième semaine. Il a immédiatement échoué. La boucle énergétique s'est effondrée en quelques secondes, le système a surchauffé et s'est arrêté. Ils l'ont reconstruit, ont échoué à nouveau, l'ont reconstruit, ont échoué. Au bout de 3 semaines, ils avaient testé 11 prototypes. Chacun d'entre eux s'était un peu rapproché du but. Chacun d'entre eux avait finalement échoué. Le problème vient du cycle de régénération, expliqua le Dr. Reeves lors d'une réunion tardive avec Victoria. En théorie, le moteur capte l'énergie perdue et la réinjecte dans le système, créant ainsi un cycle quasi perpétuel. Mais dans la pratique, il y a toujours des pertes, de la chaleur, des frottements de dissipation, des interférences électromagnétiques. Le système se dégrade plus vite qu'il ne peut se régénérer. Chen a trouvé la solution, dit Victoria. Son moteur fonctionne pendant des heures sans se dégrader. Je sais et je ne peux pas l'expliquer. Le Dr. Reeves se frotta les yeux, épuisé. Il y a quelque chose dans sa conception. Nous ne voyons pas certains composants, matériaux ou configurations qui ne sont pas décrits dans les brevets. Sans cette pièce manquante, nous ne pouvons que faire des suppositions. Alors faites de meilleures suppositions, Victoria. Je suis ingénieur depuis 25 ans. J'ai travaillé sur des projets pour la NASA, Boeing et 3 gouvernements différents. Je vous le dis, cette technologie a au moins 30 ans d'avance sur tout ce que nous comprenons. Celui qui a construit ce moteur n'était pas seulement intelligent. Il opérait à un niveau que nous ne pouvons même pas comprendre. Victoria fixait le dernier prototype défectueux qui fumait légèrement sur le banc d'essai. Il doit y avoir un moyen. Il y en a un. Le Dr. Reeves hésita. Nous pourrions lui demander. Non, Victoria. J'ai dit non. Trouvez un autre moyen. Mais il n'y avait pas d'autre moyen. Victoria le savait. Le Dr. Reeves le savait. Tout le monde dans l'équipe le savait. La seule personne qui pouvait faire fonctionner cette technologie était Marcus Chen. Et Marcus Chen était la seule personne sur Terre qui n'aiderait jamais Victoria Hayes. 2 semaines après le début des travaux d'ingénierie, la nouvelle a éclaté. Angela Torres, journaliste d'investigation au San Francisco Chronicle, a publié en première page un article intitulé « Un géant de l'aérospatial bâti sur des rêves volés ». Victoria a lu l'article sur son téléphone à 5 heures du matin, son café refroidissant dans sa main. L'article était complet et dévastateur. Et Torres avait interviewé d'anciens employés des débuts de Hayes Aerospace. Elle avait obtenu des documents internes grâce à des demandes d'accès à l'information. Elle avait retrouvé Marcus Chen et obtenu sa première déclaration publique en 15 ans. Ma femme et moi avons passé 7 ans à développer le moteur Aurora. Marcus a déclaré « Nous pensions qu'il pourrait contribuer à résoudre la crise climatique. Nous avons contacté William Hayes pour obtenir un financement et un partenariat. Au lieu de cela, il a volé nos brevets, détruit nos carrières et nous a laissés sans rien. Elena est morte en croyant que l'œuvre de sa vie avait été enterrée à jamais. Je suis ici pour prouver qu'elle avait tort. » L'article détaillait ensuite les manœuvres juridiques utilisées par William Hayes pour acquérir les brevets, les menaces, les intimidations, la destruction systématique de la réputation professionnelle de Marcus et Elena Chen. Puis, dans les derniers paragraphes, Torres lâchait une bombe. Des sources internes à Hayes Aerospace confirmaient que la société avait récemment lancé une initiative secrète visant à reproduire la technologie de Chen à l'aide des brevets volés. La PDG Victoria Hayes et le Buddy Hayes, fil de feu William Hayes aurait ordonné à son équipe d'ingénieurs de construire un prototype fonctionnel dans les 30 jours, espérant apparemment devancer Chen sur le marché avec sa propre invention. Le téléphone de Victoria se mit à sonner. Membre du conseil d'administration, investisseur, consultant en relations publiques. Les appels se succèdent à un rythme tel qu'elle ne peut les ignorer. À 9 heures, l'action Hayes Aerospace a chuté de 18%. À midi, 3 investisseurs majeurs ont demandé des réunions d'urgence. À 17 heures, le conseil d'administration de Victoria a demandé sa démission. Assise dans son bureau alors que le soleil se couche sur San Francisco, elle voit son empire s'effondrer en temps réel. Toutes les chaînes d'information relaient l'affaire. Les réseaux sociaux explosaient d'indignation. Justice pour Marcus était en tête des tendances mondiales. Et le pire, ce qui donnait envie à Victoria de hurler, c'était qu'elle le méritait. Chaque mot de cet article était vrai.
Son père avait volé la technologie. Elle avait essayé de la voler à nouveau. Elle était exactement ce que le monde disait d'elle, une héritière privilégiée qui pensait que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Brad frappa à sa porte vers 19 h. Le conseil d'administration veut une réponse d'ici demain matin, dit-il calmement. Ils sont prêts à voter votre destitution si vous ne démissionnez pas volontairement. Victoria ne se détourna pas de la fenêtre. Que feriez-vous à ma place? Honnêtement, je démissionnerais. J'accepterais une indemnité de départ. Je disparaîtrai pendant 1 an ou 2, le temps que l'affaire se tasse. Vous êtes assez jeune pour vous réinventer. Fuyez. Vous voulez dire une retraite stratégique. Il y a une différence. Victoria se tourna enfin vers lui. Ses yeux étaient secs, mais quelque chose en eux avait changé. Une certaine dureté s'était fissurée. Mon père a fui ce qu'il avait fait. Il l'a enfoui et a fait comme si rien ne s'était passé. Et regarde où cela nous a menés. Regarde où cela m'a mené. Victoria, tu ne peux pas réparer cela. Le mal est fait. Chen dispose d'un financement fédéral, de la sympathie du public et d'une technologie qui fonctionne. Vous avez échoué dans vos efforts de reproduction et vous vous retrouvez avec un cauchemar en matière de relations publiques. Il n'y a pas d'issue possible ici. Peut-être pas pour l'entreprise. La voix de Victoria était calme. Mais peut-être y a-t-il une issue pour moi. Brad la fixa du regard. De quoi parlez-vous? Je parle de faire quelque chose que mon père n'a jamais fait. Quelque chose que je n'ai jamais fait. Elle se dirigea vers son bureau et prit ses clés. Je parle de dire la vérité. Victoria, attendez. Réfléchis-y. Mais elle était déjà en train de sortir, laissant Brad seul dans son bureau, se demandant si sa patronne avait finalement perdu la tête. Victoria roula pendant 45 minutes avant de trouver l'adresse. Aurora Dynamics opérait depuis un entrepôt reconverti à Oakland, un bâtiment modeste avec une enseigne simple et un petit parking. À travers les fenêtres, elle pouvait voir des lumières allumées malgré l'heure tardive, des ingénieurs au travail, des machines qui ronronnaient, des progrès qui étaient réalisés. Elle gara sa Mercedes à côté de la Mustang rouillée et resta assise un long moment, rassemblant son courage. Puis elle sortit et se dirigea vers la porte d'entrée. Elle n'était pas verrouillée. Elle entra et se retrouva dans un atelier rempli de pièces de moteur, d'équipements de diagnostic et du chaos organisé d'une innovation sérieuse. Une douzaine d'ingénieurs levèrent les yeux de leur travail, surpris de voir une inconnue. Et au centre de tout cela se tenait Marcus Chen, les mains couvertes de graisse, les yeux fixés sur Victoria, avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Tout le monde dehors », dit Marcus calmement. Ses ingénieurs hésitèrent. Ils passèrent devant Victoria sans un mot, jetant un regard par-dessus leur épaule en s'éloignant. En 30 secondes, l'atelier était vide, à l'exception d'eux deux. Marcus s'essuya les mains sur un chiffon. « Comment avez-vous trouvé cet endroit? Il figure dans les documents publics relatifs aux subventions fédérales. Et vous êtes venu ici parce que... » Victoria prit une inspiration. « Je suis venu m'excuser. » Silence. « J'ai lu les dossiers de mon père, » poursuivit-elle. « Je sais ce qu'il vous a fait, à vous et à votre femme. Je sais qu'il a volé votre travail et détruit votre carrière. Je sais qu'il vous a menacé de poursuites judiciaires que vous n'aviez pas les moyens de financer. Je sais qu'il vous a tout pris. » L'expression de Marcus resta impassible. « Et je suis désolé, pas seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce que j'ai fait. Je me suis moqué de vous devant toute l'entreprise. J'ai essayé d'acheter votre voiture comme si c'était un simple bien matériel. Je vous ai licencié quand vous n'avez pas voulu me donner ce que je voulais. Et puis, j'ai essayé de voler votre technologie comme lui l'avait fait. Est-ce que cela est censé me soulager? Non. » La voix de Victoria se brisa. C'est censé être la vérité. Quelque chose que ma famille n'a pas su dire. Marcus posa le chiffon et s'appuya contre un établi. Pendant un long moment, il se contenta de l'observer, ses yeux sombres cherchant quelque chose. « Ton père est venu me voir une fois, » dit-il finalement, environ 1 an après avoir pris les brevets. Elena était déjà malade à ce moment-là. Nous croulions sous les factures médicales, nous n'avions pas les moyens de payer des avocats, nous n'avions pas les moyens de nous battre et il s'est présenté à notre appartement dans un costume à 3 000 $, proposant de régler les choses. Victoria se sentit mal.
Qu'a-t-il proposé? 200 000 dollars. De l'argent pour acheter notre silence. Signer un accord de confidentialité. Partir. Ne plus jamais parler du moteur Aurora. Marcus serra les mâchoires. Elena était en train de mourir. Nous avions besoin de cet argent. Nous aurions pu l'utiliser pour le traitement, pour le confort, pour passer plus de temps ensemble. Et vous savez ce qu'elle a répondu? Ce qu'elle a répondu, certaines choses ont plus de valeur que l'argent. Certaines choses ont plus de valeur que la survie. Si nous acceptons son offre, nous serons morts à l'intérieur bien avant que le cancer ne m'achève. La voix de Marcus s'est légèrement brisée sur les derniers mots. Elle est morte 3 mois plus tard. Je n'ai jamais vu un centime de cet argent. Je n'ai jamais vu son travail reconnu, mais elle est morte en gardant son intégrité intacte. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Victoria. Elle ne prit pas la peine de les essuyer. « Je ne peux pas rendre ce que mon père a pris, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas ramener Elena. Je ne peux pas effacer 15 ans de douleur et d'injustice, mais je peux cesser d'être la personne que j'ai été. Je peux cesser d'être lui. Et comment comptes-tu t'y prendre exactement? Je ne sais pas encore. Je sais juste que je devais commencer ici, avec toi, avec la vérité. » Marcus resta silencieux pendant un long moment. L'atelier bourdonnait autour d'eux. Les machines tournaient au ralenti, les néons vrombissaient au-dessus de leur tête. « Tu sais ce dont je me souviens le plus à propos d'Elena ?» dit-il finalement. Il croyait aux secondes chances, non pas parce que les gens les méritent, la plupart du temps, ce n'est pas le cas, mais parce qu'elle croyait que les gens peuvent changer, que la pire version de nous-mêmes ne doit pas nécessairement être la version définitive. Il se dirigea vers une étagère et en sortit un épais classeur. Ses pages étaient jaunies par le temps. Il le tint un instant, le soupesa dans ses mains, prit une décision. Puis il le tendit à Victoria. Ce sont les spécifications originales du moteur Aurora, écrites à la main par Elena et moi-même. Tout ce que votre père n'a pas pu voler, car nous l'avons gardé dans nos têtes. Victoria fixait le classeur comme s'il était radioactif. « Pourquoi me donneriez-vous cela? » « Je ne vous le donne pas, je vous teste. » Le regard de Marcus était dur. « Emporte-le chez toi. Étudie-le. Si tu arrives à comprendre ce qu'Elena et moi avons construit, pas seulement la mécanique, mais aussi la philosophie, le raisonnement, le cœur du projet, alors peut-être seras-tu capable d'être quelqu'un de différent de ton père. Et si tu n'y arrives pas, alors tu prouveras que tu es exactement celle que je pense que tu es. Et cette conversation sera la dernière que nous aurons jamais. » Victoria tendit lentement la main et prit le classeur. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. « Combien de temps ai-je? » « Autant qu'il le faudra. » Marcus se remit au travail, ferme la porte en sortant. Victoria sortit dans la nuit d'Oakland, serrant le classeur contre sa poitrine. Derrière elle, les lumières d'Aurora Dynamics brillaient chaudement dans l'obscurité. Elle tenait entre ses mains la clé de la rédemption. Elle ne savait simplement pas encore si elle était assez forte pour la tourner. Victoria ne retourna pas à son appartement ce soir-là. Elle ne pouvait pas affronter les pièces vides, les meubles coûteux, la vue sur une ville qui lui semblait soudain appartenir à un étranger. Au lieu de cela, elle se rendit dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 près de l'autoroute 101, commanda un café qu'elle ne but pas et ouvrit le classeur. La première page la frappa comme un coup de poing dans la poitrine. D'une écriture élégante, celle d'une femme, elle reconnut l'écriture d'Elena. Pour Marcus, pour notre avenir, pour tous ceux qui ont besoin de lumière dans l'obscurité. Victoria fixa longtemps cette dédicace. Ce n'était pas seulement de l'ingénierie, c'était de l'amour, c'était de l'espoir. C'était tout ce que son père avait essayé de détruire et avait échoué. Elle tourna la page et commença à lire. Les mathématiques étaient brutales. Victoria avait étudié l'ingénierie à l'université, avait assisté à d'innombrables présentations techniques, avait suffisamment de connaissances pour comprendre la plupart de ce qui passait sur son bureau. Mais là, c'était différent. C'était un génie d'un niveau qu'elle n'avait jamais rencontré. Chaque équation s'appuyait sur la précédente. Chaque diagramme contenait plusieurs niveaux de signification. Elena et Marcus n'avaient pas seulement conçu un moteur. Ils avaient créé une philosophie de l'énergie, une nouvelle façon de penser la puissance, le mouvement et la durabilité. À 3 heures du matin, Victoria avait mal à la tête. Elle avait rempli la moitié d'un bloc-notes de commentaires. La plupart étaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. La serveuse lui avait resservi 4 fois du café
et commençait à lui lancer des regards inquiets. Victoria s'en moquait. Elle continuait à lire. Vers 5 heures du matin, elle trouva la section intitulée « Principes fondamentaux » écrite de la main de Marcus. Le moteur Aurora ne vise pas à créer de l'énergie à partir de rien. C'est impossible. Il s'agit de respecter l'énergie qui existe déjà, capturer ce qui serait autrement perdu, traiter les déchets comme une opportunité. Elena disait toujours que l'univers n'a pas de problème de pénurie. Il a un problème de sagesse. Nous jetons plus que nous n'utilisons. Aurora change cela. Victoria relut ces mots 3 fois, respectant l'énergie qui existe déjà. Elle pensa à sa propre vie, à l'énergie qu'elle avait gaspillée en apparence et en compétition, en cherchant à prouver sa valeur à des gens qui n'avaient aucune importance, aux opportunités qu'elle avait laissées passer parce qu'elles ne correspondaient pas à son image du succès, aux relations qu'elle avait brûlées parce que les entretenir exigeait des efforts qu'elle n'était pas prête à fournir. Elle avait vécu toute sa vie comme un moteur gaspilleur, perdant plus qu'elle n'utilisait. Le soleil se levait lorsqu'elle quitta le restaurant. Elle se rendit en voiture à un entrepôt à Menlo Park, loua le plus grand local disponible et commença à passer des coupes de fil. « J'ai besoin de matériel », dit-elle au Dr. Reeves. « Des machines à outils, des systèmes de diagnostic, tout ce que nous avons utilisé pour les prototypes. Victoria, le conseil se réunit dans 3 heures. Ils vont voter votre destitution. Je sais. Je n'irai pas à la réunion. Quoi? Vous devez y être. Vous devez vous défendre. Non, je n'ai pas à le faire. La voix de Victoria était calme, sûre. J'en ai fini de défendre qui j'étais. Je vais devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être défendu. Envoyez-moi le matériel, Patricia. Je le paierai moi-même. Elle raccrocha avant que le Dr. Reeves n'ait pu protester. Au cours des 6 heures qui suivirent, Victoria transforma l'unité de stockage en atelier. Elle utilisa le plafond de 3 cartes de crédit pour acheter des pièces et du matériel. Elle téléchargea des logiciels, regarda des tutoriels vidéo, lut des manuels techniques jusqu'à en avoir les yeux brûlants. À 14 heures, son téléphone vibra pour lui signaler une alerte info. Le conseil d'administration de Hayes Aerospace destitue la PDG Victoria Hayes à l'unanimité. Elle lut le titre, posa son téléphone et se remit au travail. Il lui fallut 8 jours pour construire le premier prototype. Il était laid, maladroit. Les soudures étaient inégales, les connexions imprécises. Ses mains, adoucies par des années passées à signer des documents et à serrer des mains lors de cocktails, étaient couvertes d'ampoules et de coupures. Elle s'était brûlée 2 fois avec le fer à souder, s'était frappé le pouce avec un marteau si fort que le clou était devenu noir, et avait passé une nuit entière à pleurer de frustration lorsqu'elle avait découvert qu'une carte de circuit imprimée qu'elle avait mis 12 heures à assembler était câblée à l'envers. Mais elle a continué. Elle dormait sur un matelas pneumatique dans un coin du local de stockage. Elle mangeait des plats à importer du restaurant chinois en bas de la rue, oubliant parfois de manger jusqu'à ce que la faim lui fasse trembler les mains. Elle se douchait dans une aire de repos pour camion à 3 pâtés de maison. Elle ne parlait à personne, sauf au livreur qui lui apportait ses fournitures. Le 8e jour, elle a connecté la batterie et allumé son prototype. Il a fonctionné pendant 4 secondes avant que la boucle d'énergie ne s'effondre et que tout le système ne surchauffe. Victoria s'est assise sur le sol en béton, fixant les débris fumants de son travail, et a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pas de la colère, pas de la frustration, mais de la détermination. Elle est retournée au classeur, a relu 3 fois la section sur la stabilisation de la boucle d'énergie et a trouvé une note écrite de la main d'Elena qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. La clé, c'est la patience. Le système a besoin de temps pour trouver son rythme. Ne le forcez pas, guidez-le. Ne le forcez pas, guidez-le. Victoria réfléchit à la façon dont elle avait vécu toute sa vie. Forcer, exiger, prendre, jamais guider, jamais attendre, jamais faire confiance au développement naturel des choses. Elle reconstruisit le prototype, prit son temps, prêta attention au rythme décrit par Elena. Lorsqu'elle reconnecta la cellule d'énergie, elle n'actionna pas l'interrupteur brusquement. Elle l'a actionné doucement, comme pour apaiser un animal effrayé. Le moteur a tourné pendant 30 secondes, puis 45, puis 1 minute et 12 secondes avant de tomber en panne. Des progrès.
3 semaines après son exil, Richard Morrison l'a retrouvé. Il se tenait dans l'embrasure de la porte du local de stockage, regardant le chaos qui régnait à l'intérieur, avec les outils éparpillés, les prototypes défectueux, le sac de couchage dans un coin. La femme qui dirigeait autrefois une entreprise de 4 milliards de dollars, portant désormais une combinaison tachée et une queue de cheval maintenue par un élastique. « Mon Dieu, murmura Richard, qu'est-ce que tu t'es fait? » Victoria ne leva pas les yeux du circuit imprimé qu'elle était en train de souder. « J'apprends. »« Tu apprends de quoi? Comment détruire ta vie. » « Victoria, le conseil d'administration a gelé tes avoirs dans l'attente d'une enquête. Tes comptes sont bloqués. Tu vis dans un entrepôt comme une sans-abri. « Je ne suis pas sans-abri. Je travaille. » Richard s'approcha, enjambant prudemment les débris qui jonchaient le sol. Il ramassa le classeur de Marcus Chen, le feuilleta rapidement, puis le reposa. « C'est lui qui t'a donné ça. Il me teste. Si j'arrive à construire le moteur, il saura que je veux vraiment changer. Et si tu n'y arrives pas... » Victoria leva enfin les yeux. Ses yeux étaient rougis par la fatigue. Mais il y avait en eux quelque chose que Richard n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. « Alors, je continuerai d'essayer jusqu'à ce que j'y arrive. » Richard tira une chaise pliante et s'assit lourdement. Le conseil d'administration parle de poursuite pénale. Ils disent que tu as orchestré la dissimulation du vol commis par ton père, que tu étais au courant depuis des années que les brevets avaient été volés. C'est un mensonge. Je ne l'ai su que le mois dernier, je le sais. Mais ils ont besoin de quelqu'un à blâmer. Et tu es la cible idéale. Ton père est smart, passe-toi. Victoria se remet au travail. Qu'il m'accuse, je m'en fiche désormais. Tu devrais t'en soucier. Tu risques de la prison, des poursuites pour fraude, vol de propriété intellectuelle, complot. La voix de Richard Victoria était calme mais ferme. J'ai passé toute ma vie à me soucier des mauvaises choses. Le cours des actions, les réunions du conseil d'administration, ce que les gens pensaient de moi, ce que mon père pensait de moi. Et où cela m'a-t-il mené? J'étais le PDG d'une entreprise bâtie sur des rêves volés, et je ne m'en rendais même pas compte. J'étais tellement occupé à protéger mon image que je n'ai jamais pris la peine de regarder ce qu'il y avait en dessous. Elle brandit le circuit imprimé et l'examina à la lumière. « C'est réel, dit-elle. Ce travail, ce défi. Pour la première fois de ma vie, j'essaie de construire quelque chose au lieu de prendre quelque chose. Et même si j'échoue, même si je vais en prison, même si je perds tout, au moins je saurai que j'ai essayé d'être différente de lui. » Richard resta silencieux pendant un long moment. « Ton père t'aurait traité d'idiote, dit-il finalement. »« Je sais. » Il aurait dit, « Tu jettes tout ce qu'il a construit. Il l'a construit sur des mensonges. Cela ne valait pas la peine de le garder. » Richard se leva lentement. Il fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe. « Avant de venir ici, j'ai liquidé une partie de mes avoirs. De l'argent liquide intraçable. Ce n'est pas beaucoup, environ 80 000 $, mais cela devrait te permettre de tenir un certain temps. » Victoria fixa l'enveloppe. « Pourquoi as-tu fait cela? » « Parce que j'ai déjà déçu ton père une fois. Je l'ai regardé faire des choses terribles sans rien dire. Je ne referai pas la même erreur avec toi. » Richard lui mit l'enveloppe dans les mains. « Sois meilleur que lui, Victoria. C'est tout ce que je te demande. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, dit-il sans se retourner, je pense qu'Elena Chen t'aurait apprécié. La personne que tu es en train de devenir, je veux dire, pas celle que tu étais. » Puis il partit, laissant Victoria seule avec son travail, son classeur et le fantôme d'une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. La percée eut lieu le 37e jour. Victoria avait reconstruit le prototype 9 fois. Chaque version était un peu meilleure, fonctionnait un peu plus longtemps. Elle avait appris à lire l'écriture d'Elena comme une deuxième langue afin d'anticiper la logique de Marcus et de comprendre la philosophie derrière chaque choix de conception. Et enfin, quelque chose fit tilt. Ce n'était pas un moment dramatique, pas un éclair d'inspiration, pas une révélation soudaine, juste une compréhension tranquille qui s'était construite pendant des semaines, les pièces se mettant en place une à une jusqu'à ce que l'ensemble devienne clair. Le moteur Aurora n'était pas seulement une question de récupération d'énergie. Il s'agissait d'harmonie. Chaque composant devait fonctionner avec tous les autres, et non contre eux. Le système ne pouvait être ni forcé ni dominé. Il devait être équilibré,
guidée, respectée. Tout comme Elena l'avait écrit, Victoria effectua un dernier réglage. Une petite modification du régulateur de flux d'énergie, quelque chose qu'elle avait négligé une douzaine de fois auparavant. Elle connecta la cellule d'alimentation, retint son souffle et tourna la clé. Le moteur démarra. Doux, silencieux, parfait. Victoria observa les relevés diagnostiques, attendant l'effondrement, attendant l'avertissement de surchauffe, attendant la panne. 5 minutes passèrent. 10, 20. La boucle d'énergie tenait bon. Le système recyclait sa propre production, se réinjectant dans lui-même. Maintenant, le mouvement sans carburant externe. Ce n'était pas perpétuel. Rien n'était perpétuel, mais c'était proche. Plus proche que tout ce qu'elle avait jamais vu. Victoria s'assit sur le sol en béton et pleura. Pas d'épuisement, même si elle était épuisée. Ni de soulagement, même si elle était soulagée. Elle pleura parce que, pour la première fois de sa vie, elle avait construit quelque chose de réel, de vrai, quelque chose qui comptait. Et elle pleura parce qu'elle comprenait maintenant ce que Marcus avait perdu. La femme qui avait écrit ses notes, qui avait fait ses rêves, qui avait mis tout son cœur dans cette vision impossible, elle était partie. Et tout l'argent et tout le pouvoir du monde ne pourraient la ramener. Victoria pleura pour Elena Chen, une femme qu'elle n'avait jamais connue et qu'elle ne pourrait jamais remercier. Et quelque part dans ses larmes, elle trouva la personne qu'elle voulait devenir. Elle appela Marcus le lendemain matin. « Ça marche, dit-elle. Le moteur, je l'ai construit. Il fonctionne depuis 14 heures. Silence à l'autre bout du fil. Tu m'as entendu? Je t'ai entendu. » La voix de Marcus était étrange, prudente, mais aussi autre chose. Quelque chose qui pouvait être de la surprise. « Tu as vraiment réussi. Je veux te montrer. Je veux que tu vois que je comprends ce que toi et Elena avez créé. Pas seulement la mécanique, mais aussi le sens, la philosophie. Je veux que tu saches que je comprends. Pourquoi est-ce important pour toi? » Victoria serra le téléphone plus fort. « Parce que j'ai besoin que tu vois que je ne suis pas mon père. J'ai besoin que quelqu'un, n'importe qui, croit que les gens peuvent en changer, que je peux changer. » Encore un silence. « Où es-tu? » Elle lui donna l'adresse. « Je serai là dans 2 heures, dit-il. Ne touche à rien. » Marcus arriva exactement à l'heure qu'il avait annoncée. Il entra dans l'entrepôt sans dire un mot. Son regard balaya le chaos ambiant. Les prototypes ratés dans un coin. Les outils éparpillés sur les établis. Le classeur ouvert sur une page couverte des notes manuscrites de Victoria. Puis il vit le moteur. Il tournait toujours aussi doucement, son ronronnement discret remplissant l'espace comme une musique. Les écrans de diagnostic affichaient des mesures stables. La boucle d'énergie fonctionnait parfaitement. Marcus s'approcha. Il examina chaque connexion, chaque circuit, chaque composant. Il vérifia les mesures, effectua ses propres diagnostics, surveilla le système à la recherche de tout signe de dégradation. 15 minutes s'écoulèrent en silence au WUM. Finalement, il se tourna vers Victoria. « Combien de temps cela t'a-t-il pris? » « 37 jours. Et tu l'as construit toute seule, sans l'aide de personne, sans aide, juste le classeur et beaucoup d'essais et d'erreurs. » Marcus regarda à nouveau le moteur. Son expression était indéchiffrable, mais ses mains tremblaient légèrement. « Cette configuration, dit-il doucement, l'ajustement que vous avez apporté au régulateur de débit, il n'est pas dans le classeur. » Victoria acquiesça. « Je sais, je l'ai trouvé toute seule. C'est basé sur quelque chose qu'Elena a écrit dans les marges à propos de l'harmonie, à propos de chaque composant fonctionnant avec tous les autres composants. J'ai réalisé que la conception originale présentait un léger déséquilibre dans la boucle de rétroaction. La modification le corrige. » Marcus la fixa du regard. « Vous l'avez amélioré, dit-il. Vous avez réellement amélioré notre conception. Je ne l'ai pas fait exprès. J'essayais juste de le faire fonctionner. » Non. Marcus secoua lentement la tête. « Elena et moi avons passé 7 ans sur ce moteur. Nous n'avons jamais résolu ce déséquilibre. Nous savions qu'il existait, mais nous ne savions pas comment le corriger. Et vous avez trouvé la réponse en 37 jours. » Victoria ne savait pas quoi dire. Marcus se dirigea vers le classeur et le prit. Il feuilleta lentement les pages, regardant les notes de Victoria, ses calculs, ses questions et ses réponses écrites dans les marges à côté du texte original d'Elena. « Elle aurait aimé ça, dit-il doucement. Elena, elle aurait aimé voir son travail se poursuivre, voir quelqu'un d'autre comprendre ce que nous essayons de faire.
J'aurais aimé la rencontrer. Moi aussi. Marcus posa le classeur et se tourna vers Victoria. Tu sais ce qu'elle m'a dit juste avant de mourir? Elle m'a dit que le moteur Aurora n'était pas seulement une question d'énergie. C'était une question de foi. La foi que l'univers nous donne ce dont nous avons besoin si nous sommes assez sages pour l'accepter. La foi que les déchets peuvent devenir une richesse et que les pertes peuvent en devenir des gains. Il fit une pause. Elle a dit qu'un jour, la bonne personne trouverait notre travail et le poursuivrait. Quelqu'un qui comprendrait que la technologie n'est pas une question de pouvoir, mais de service, d'aide aux autres. Victoria sentit à nouveau les larmes lui monter aux yeux. Je ne suis pas sûr d'être cette personne. Non, tu ne l'es pas. Pas encore. La voix de Marcus était désormais douce, presque bienveillante. Mais tu es peut-être en train de devenir cette personne, et c'est plus que je n'aurais jamais pu espérer. Il tendit la main. Victoria la fixa un instant, sans comprendre. J'ai besoin d'un partenaire, dit Marcus. Aura Dynamics se développe plus vite que je ne peux le gérer seul. La subvention fédérale n'est qu'un début. Nous avons suscité l'intérêt des compagnies aériennes, des gouvernements et des entreprises du monde entier. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne la technologie, qui croit en la mission et qui ait les compétences nécessaires pour gérer l'aspect commercial. Tu veux que je travaille avec toi? Je veux te donner une chance de prouver qui tu es. Pas la fille de votre père, pas la PDG qui m'a licencié, mais la femme qui a passé 37 jours dans un entrepôt à détruire ses mains, sa réputation et sa fierté juste pour comprendre ce que deux personnes avaient construit par amour. Victoria regarda sa main, rugueuse, cailleuse, la main d'un homme qui avait tout perdu et refusait d'abandonner. Elle pensa à ses propres mains, désormais couvertes d'ampoules, de cicatrices transformées. Elle prit sa main et la serra. « Je travaillerai plus dur que quiconque vous ayez jamais rencontré, dit-elle. Je ferai tout ce qu'il faut pour mériter cela. Je sais que vous le ferez. » Marcus lâcha sa main et se dirigea vers la porte. « Éteignez le moteur et faites vos valises. Vous commencez demain, Marcus. » La voix de Victoria l'arrêta. « Merci de m'avoir donné ma chance, de croire que je pouvais changer. » Il se retourna pour la regarder. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontrée, quelque chose qui ressemblait à un sourire traversa son visage. « Ne me remercie pas encore. Le plus dur ne fait que commencer. » Puis il sortit dans le soleil matinal, laissant Victoria seule avec le moteur, le classeur et l'avenir. Elle était enfin prête à construire. Victoria se présenta chez Aurora Dynamics à 6 heures du matin le lendemain, 3 heures avant l'arrivée des autres. La porte était fermée à clé, alors elle s'assit sur les marches en béton à l'extérieur et attendit. Le brouillard matinal était épais sur Oakland, transformant les lampadaires en fantômes pâles. Victoria serra sa veste autour d'elle et regarda son souffle former des nuages dans l'air froid. Elle n'avait pas dormi, elle ne pouvait pas dormir. Son esprit ne cessait de repasser tout ce qui s'était passé. Le local de stockage, le moteur, la main de Marcus tendue vers elle. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait l'écriture d'Elena dans le classeur. Ses notes soignées, pleines d'espoir, d'amour et de génie scientifique. Une voiture s'est garée sur le parking du 647. C'était de la Mustang, toujours rouillée, toujours toujours cabossée, toujours porteuse de son secret impossible sous le capot. Marcus est sorti et s'est arrêté quand il l'a vue sur les marches. « Tu es en avance, je n'arrivais pas à dormir. Ça passera. » Il la dépassa et ouvrit la porte. « Viens, je vais te montrer où tu travailleras. » L'atelier avait l'air différent dans la lumière du petit matin. Plus calme, plus intime. Victoria suivit Marcus à travers le rez-de-chaussée, passa devant les établis et les équipements de diagnostic pour se rendre dans un petit bureau situé dans le coin arrière. « C'était censé être un placard à fourniture, » dit Marcus en allumant la lumière. « Mais nous avions besoin d'espace. Tu le partageras avec notre directeur financier si jamais nous en embauchons un. » Victoria regarda autour d'elle. Un bureau en métal, 2 chaises pliantes, un ordinateur ancien qui fonctionnait probablement sous Windows XP, une seule fenêtre donnant sur le parking. C'était le bureau le plus petit et le plus exigu qu'elle ait jamais vu. « C'est parfait, » dit-elle. Marcus haussa un sourcil. « Tu avais un bureau d'angle avec vue sur toute la baie de San Francisco. J'étais beaucoup de choses avant. » Victoria posa son sac sur le bureau. « Que veux-tu que je fasse? » Au cours des 3 mois suivants, Victoria apprit ce que signifiait construire quelque chose à partir de rien. Elle répondait au téléphone,
Elle classait des documents. Elle a négocié avec des fournisseurs qui ne rappelaient pas et des investisseurs qui voulaient trop de contrôle. Elle a appris à réparer la cafetière quand elle tombait en panne, à déboucher les toilettes quand le plombier coûtait trop cher, à rester tard pour faire les comptes parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer un comptable. Au début, les autres ingénieurs ne lui faisaient pas confiance. Ils avaient tous entendu parler du PDG qui se moquait de leur patron, ARS, qui avait essayé de voler leur technologie. Ils la regardaient d'un œil méfiant, attendant qu'elle échoue, attendant qu'elle révèle que toute cette histoire de rédemption n'était qu'un autre stratagème. Victoria ne leur en voulait pas. Elle continuait simplement à travailler. Une nuit d'environ 6 semaines après son arrivée, elle était seule dans l'atelier, en train de faire des diagnostics sur un nouveau prototype, lorsque Marcus est apparu à ses côtés. « Il est minuit », a-t-il dit. « Rentre chez toi, je veux terminer ces tests. Les tests peuvent attendre. La réunion avec Boeing est dans 3 jours, si nous n'avons pas de données solides, » dit Victoria Marcus d'une voix douce mais ferme. « Tu es ici depuis 6 heures du matin. Tu es ici depuis 6 heures du matin, tous les jours depuis 6 semaines. À quand remonte la dernière fois où tu as dormi plus de 4 heures? » Victoria essaya de se souvenir, mais n'y parvint pas. « Tu vas t'épuiser, » continua Marcus. « Et alors, tu ne seras plus d'aucune utilité pour personne, y compris pour toi-même. »« Je ne peux pas m'arrêter, » dit Victoria d'une voix brisée. « Chaque fois que je ralentis, je pense à tout ce que j'ai fait, à tout ce que mon père a fait. Je pense au nombre d'années que tu as perdu à cause de nous, à la façon dont Elena est morte, sans jamais voir son travail reconnu. Je ne peux pas simplement rentrer chez moi, regarder la télévision et faire comme si tout allait bien. » Marcus tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Laisse-moi te dire quelque chose à propos d'Elena, » dit-il doucement. « Quand elle était mourante, quand nous savions tous les deux qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre, je voulais passer chaque minute à son chevet. Je voulais lui tenir la main et lui dire que je l'aimais, et rattraper tout le temps que nous avions perdu à nous battre pour les brevets, à nous battre contre ton père, à nous battre pour survivre. » Il fit une pause. « Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, « Marcus, si tu restes assis ici à me regarder mourir, tu mourras aussi. Pas physiquement, mais à l'intérieur. Tu porteras ce chagrin comme un poids jusqu'à ce qu'il t'écrase. » Elle m'a fait promettre de faire des pauses, de manger, de dormir, de vivre. Victoria sentit des larmes couler sur ses joues, mais ne les essuya pas. Elle disait que la culpabilité n'était qu'une autre forme d'égoïsme. Marcus a poursuivi. « Quand on se punit, on fait tout tourner autour de nous, de notre douleur, de notre rédemption, de notre histoire. Mais le vrai changement n'est pas une question de punition, c'est une question de service. Il s'agit de prendre l'énergie que l'on gaspillerait dans la culpabilité et de l'utiliser pour aider quelqu'un d'autre. »« Comment faire ça? » a chuchoté Victoria. « Comment arrêter de se sentir coupable pour quelque chose qui ne pourra jamais être réparé? On n'arrête pas de se sentir coupable. Tu apprends simplement à la porter différemment. Comme le moteur, tu n'élimines pas le gaspillage. Tu le transformes. Tu le transformes en quelque chose d'utile. » Victoria regarda le prototype sur l'établi. Les courbes douces du boîtier, la disposition précise des composants, la conception d'Elena améliorée par les mains de Victoria. « Je ne sais pas si je peux y arriver, » admet-elle. « Être la personne que tu veux que je sois, la personne qu'Elena aurait voulu que je sois. »« Moi non plus, » répondit Marcus en se levant. « Mais je suis prêt à essayer. Et toi? » Victoria acquiesça. « Alors rentre chez toi, dors un peu et reviens demain prête à transformer ta taille en quelque chose d'utile. » La réunion avec Boeing avait tout changé. Victoria avait passé des semaines à préparer des projections financières, des spécifications techniques, des analyses de marché, des évaluations des risques. Elle avait répété sa présentation jusqu'à pouvoir la faire les yeux fermés. Elle avait anticipé toutes les questions possibles, toutes les objections potentielles. Mais lorsque les dirigeants de Boeing sont entrés dans l'atelier d'Aurora Dynamics, ils ne voulaient pas voir des diapositives PowerPoint. Ils voulaient voir le moteur. « Nous avons lu vos documents », a déclaré la négociatrice en chef, une femme aux cheveux argentés nommée Catherine Wells. « Les chiffres sont impressionnants, mais ils peuvent être manipulés. Montrez-nous quelque chose de concret. » Marcus regarda Victoria. Victoria regarda la Mustang garée dans un coin de l'atelier, comme d'habitude.
Suivez-moi, dit-elle. Elle conduisit l'équipe de Boeing à l'extérieur, où la voiture rouillée était exposée au soleil matinal. Catherine Wells plissa le nez. C'est votre démonstration, c'est l'original, dit Victoria. Le premier moteur Aurora jamais construit. Il fonctionne depuis 15 ans dans cette voiture. Il a survécu à des voyages à travers le pays, aux étés californiens, aux hivers glaciaux. Il n'a jamais nécessité de réparation majeure. Il n'a jamais eu besoin de carburant. Jamais besoin de carburant. La voix de Catherine était sceptique. C'est une affirmation assez audacieuse. Regardez. Victoria ouvrit le capot. Les ingénieurs de Boeing, d'abord sceptiques, laissèrent place à la curiosité en examinant les composants du moteur. Victoria a montré les systèmes de récupération d'énergie, les boucles régénératives, les régulateurs de débit harmonisés. On va faire un diagnostic complet, a dit Marcus. Les données seront transmises en direct sur vos tablettes. Vous verrez exactement ce que fait le moteur en temps réel. Il a connecté l'équipement de surveillance pendant que Victoria s'installait au volant. Le cuir était craquelé et usé. Le tableau de bord était décoloré. On aurait dit une voiture qui aurait dû finir à la casse. Victoria a tourné la clé. Le moteur a vrombi. Ce son parfait et impossible a rempli le parking. Les ingénieurs de Boeing ont fixé leurs tablettes, observant les données défiler sur leurs écrans. Énergie entrante, énergie recyclée. Énergie sortante. Une boucle qui s'auto-alimentait et qui devenait plus forte avec le temps au lieu de s'affaiblir. « Ce n'est pas possible », a murmuré l'un des ingénieurs. « Et pourtant, c'est bien le cas », a répondu Victoria. La démonstration dura 1 heure. Victoria répondit à toutes les questions, expliqua chaque composant, passa en revue chaque détail technique. Elle n'exagéra pas et ne fit pas de promesses exagérées. Elle dit simplement la vérité sur ce que Marcus et Helena avaient construit et sur ce que cela pouvait faire. À la fin, Catherine Wells resta silencieuse pendant un long moment, fixant la Mustang comme si elle voyait l'avenir. « Je travaille dans ce secteur depuis 32 ans, dit-elle finalement. J'ai vu beaucoup de gens promettre des miracles. La plupart d'entre eux mentaient. Quelques-uns étaient délirants. Mais ça, dit-elle en secouant lentement la tête, ça, c'est réel. C'est réel, confirma Victoria. Et nous sommes prêts à le développer à grande échelle. » Catherine se tourna vers elle. « Je sais qui vous êtes, mademoiselle Hayes. Je sais ce que votre père a fait. Je sais ce que vous avez fait. Il y a des gens chez Boeing qui pensent que nous ne devrions pas nous approcher de vous ou de cette entreprise. » Victoria sentit son estomac se nouer. « Qu'en pensez-vous? Je pense que les gens peuvent changer. Je pense que la technologie se moque de la politique, de l'histoire ou des héritages familiaux. Et je pense que ce moteur pourrait transformer l'ensemble du secteur aéronautique. » Catherine tendit la main. Boeing est prêt à proposer un accord de partenariat exclusif, 10 milliards de dollars sur 5 ans, en échange d'un accès prioritaire à la technologie Aurora. 10 milliards de dollars. Victoria se sentit prise de vertige. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais géré chez Hayes Aerospace. Plus d'argent que ne valait l'ensemble de l'entreprise de son père à sa mort. « Nous devons discuter des conditions », parvint-elle à dire. Bien sûr, mais Victoria Catherine était ferme. « Ne nous faites pas regretter cette décision. Il n'y aura pas de deuxième chance. » L'annonce du partenariat fit de la une de l'actualité internationale. Boeing mise des milliards sur un moteur révolutionnaire à énergie propre. Lisez les gros titres. L'ancienne PDG de Hayes Aerospace à l'origine d'une avancée majeure en matière de développement durable. De la disgrâce à l'innovation. L'histoire de la rédemption de Victoria Hayes. Victoria n'a pas donné d'interview. Elle n'est pas apparue dans des talk shows, n'a pas donné de conférences TED et n'a pas écrit d'éditoriaux sur son parcours. Elle a simplement continué à travailler, à construire, à essayer de mériter la chance qui lui avait été donnée. Mais tout le monde ne se réjouissait pas. 3 semaines après l'accord avec Boeing, un huissier de justice s'est présenté chez Aurora Dynamics avec une épaisse enveloppe. Victoria l'a ouverte et a découvert une plainte déposée par son ancien conseil d'administration. Il la poursuivait pour manquement à ses obligations fiduciaires, détournement de ressources de l'entreprise et fraude. Il réclamait 500 millions de dollars de dommages et d'intérêts. Et ils exigeaient que Victoria soit interdite de travailler dans l'industrie aérospatiale pour le reste de sa vie. Ils essaient de nous détruire, a déclaré Victoria en déposant les papiers sur le bureau de Marcus. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec la technologie Aurora, alors ils vont nous ruiner en frais juridiques.
Marcus prit la plainte et la parcourut rapidement. Son expression était calme, presque amusée. « Ce n'est pas nouveau, dit-il. Ton père a fait la même chose à Elena et moi. Il nous a menacés de poursuites judiciaires que nous n'avions pas les moyens de financer. Il a essayé de nous faire tellement peur que nous abandonnions. Et tu ne t'es pas battu. Nous n'en avions pas les moyens. Mais toi, tu peux. » Marcus posa les papiers et la regarda. « Tu as toujours des relations, n'est-ce pas? Des avocats qui te doivent des faveurs. Des journalistes qui adoreraient creuser plus profondément dans l'histoire de Hayes Aerospace. Tu veux que je riposte. Je veux que tu défendes ce que nous sommes en train de construire, pas pour ta réputation, mais pour la mission, pour le rêve d'Elena. » Victoria y réfléchit longuement. « Si je me bats publiquement, dit-elle lentement, tout sera révélé. Le vol de mon père, la dissimulation, tous les détails sordides sur la façon dont Hayes Aerospace a réellement démarré. Je sais que cela pourrait détruire ce qui reste de l'héritage de ma famille. Ma mère est toujours en vie. Mon frère dirige une fondation qui porte notre nom. Cela leur fera du mal, je le sais aussi. C'est ce que vous voulez? Vous venger de la famille Hayes. » Marcus se cala dans son fauteuil. « Victoria, j'ai passé 15 ans à penser à la vengeance, à fantasmer sur le jour où je pourrais révéler ce que votre père a fait et voir son empire s'effondrer. Mais tu sais ce que j'ai appris? La vengeance n'est qu'une autre forme de gaspillage. Elle consomme de l'énergie qui pourrait être utilisée à meilleur escient. Alors pourquoi me demandes-tu de me battre? Je ne te demande pas de te battre pour te venger. Je te demande de te battre pour la vérité. » Il y a une différence. Marcus se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Ton père a bâti son empire sur des mensonges. Hayes Aerospace existe parce qu'il a volé des gens qui ne pouvaient pas se défendre. Chaque succès, chaque réalisation, chaque dollar de profit provient de ce péché originel. » Il se tourna vers elle. « Tu ne peux pas effacer ce qu'il a fait, mais tu peux cesser de te cacher. Tu peux te lever en public et dire « Voici ce qui s'est passé. Voici qui était de mon père. Et voici qui je choisis d'être à sa place. » Ce n'est pas de la vengeance, c'est la libération. Victoria reprit le dossier du procès. Page après page de menaces juridiques, d'accusations, de demandes d'argent qu'elle n'avait pas. « Ils riposteront violemment, dit-elle. Ils feront traîner le procès pendant des années. Ils essaieront de nous mettre en faillite avant que nous puissions commercialiser la technologie Aurora. Probablement. Nous pourrions tout perdre. » « C'est possible, » dit Marcus d'une voix calme. « Ou nous pourrions gagner. Et si nous gagnons, nous ne sauverons pas seulement Aurora Dynamics. Nous prouverons que la vérité compte plus que le pouvoir, que les gens peuvent affronter le pire d'eux-mêmes et choisir d'être meilleurs. » Victoria le regarda. Cet homme qui avait tout perdu et s'était reconstruit à partir des décombres, qui avait toutes les raisons de la détester et qui avait choisi de lui donner une chance à la place. « Elena te dirait de te battre, » dit Marcus doucement. « Pas pour te venger, mais pour l'espoir. Pour tous ceux qui ont été écrasés par quelqu'un de plus puissant et qui n'ont jamais obtenu justice. » Victoria plia le dossier et le rangea dans son sac. « Je vais devoir passer quelques coupes de fil, » dit-elle. « Je connais un journaliste au Chronicle qui enquête sur Hayes Aerospace depuis des années, et j'ai un avocat, un vieil ami de l'université, qui travaille bénévolement pour les lanceurs d'alerte. Si nous devons le faire, nous devons le faire correctement. » Marcus acquiesça. « Tout ce dont tu as besoin, Marcus. » Victoria s'arrêta à la porte. « Merci de croire que je pouvais changer, de m'avoir donné quelque chose qui valait la peine de se battre. »« Ne me remercie pas encore, dit-il. Le plus dur reste à faire. » La conférence de presse de Victoria était prévue pour le mardi matin. Elle se tenait dans les coulisses d'un modeste centre de conférence du centre-ville de San Francisco, vêtue d'un simple tailleur noir, sans bijoux, sans vêtements de marque, sans rien qui puisse rappeler à quiconque la femme qu'elle était autrefois. Ses mains tremblaient. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Marcus debout à côté d'elle. « On pourrait régler le procès à l'amiable, trouver une autre solution. » « Non. » Victoria secoua la tête. « J'ai passé toute ma vie à fuir les vérités difficiles, à fuir l'ombre de mon père, à prétendre que je pouvais hériter de son succès sans hériter de ses péchés. Cela prend fin aujourd'hui. As-tu peur? Je suis terrifié. » Elle rit d'un rire tremblant. Mais Elena avait raison. La culpabilité n'est qu'une autre forme d'égoïsme.
Je me suis tellement concentré sur ma propre rédemption que j'ai oublié tous ceux qui avaient été blessés. Les investisseurs qui avaient fait confiance à Hayes Aerospace, les employés qui avaient perdu leur emploi, Marcus, l'homme qui avait perdu 15 ans de sa vie. Si je ne peux pas affronter la vérité en public, alors tout ce que j'ai fait au cours des 6 derniers mois n'est qu'une comédie. Marcus tendit la main et lui serra la main. Pour ce que ça vaut, je ne pense pas que ce soit du théâtre. Je pense que tu as vraiment changé. Comment peux-tu le savoir? Parce que la Victoria Hayes que j'ai rencontrée il y a 1 an n'aurait jamais tremblé avant une conférence de presse. Elle était trop sûre d'elle, trop blindée. La femme qui se tient ici en ce moment est vulnérable, authentique. Il lâcha sa main. Elena disait toujours que la vulnérabilité est le prix à payer pour se transformer. Si cela ne vous effraie pas, ce n'est pas un vrai changement. Le régisseur apparut aux côtés de Victoria. Madame Hayes, ils sont prêts. Victoria prit une profonde inspiration. Souhaitez-moi bonne chance. Je ne crois pas à la chance, dit Marcus. Je crois au choix, allez faire le bon. La salle de conférence était bondée. Journalistes, investisseurs, analystes industriels, avocats, toutes les personnalités importantes du monde aérospatial étaient venues écouter ce que Victoria Hayes avait à dire. Des caméras étaient alignées contre le mur du fond. Des microphones hérissaient le podium. Le brouhaha des conversations s'est tu lorsque Victoria s'est avancée vers la scène. Elle a posé ses notes sur le podium, a regardé la foule, puis a écarté les notes. « J'avais préparé un discours », a-t-elle déclaré. 3 pages de déclarations soigneusement rédigées pour minimiser ma responsabilité juridique et protéger ma réputation. Mais j'ai décidé de faire autre chose. J'ai décidé de vous dire la vérité. La salle est devenue complètement silencieuse. Il y a 15 ans, mon père, William Hayes, fondateur de Hayes Aerospace, a volé une technologie révolutionnaire à 2 jeunes ingénieurs nommés Marcus et Elena Chen. Il a utilisé des avocats, des menaces et ses ressources supérieures pour s'emparer de leurs brevets, détruire leur carrière et enterrer leur travail. Les fondements de Hayes Aerospace, la technologie qui a fait de nous un leader du secteur, reposaient sur ce vol. Des allaitements, des murmures, le cliquetis des claviers des journalistes qui se sont mis à taper frénétiquement. Je n'étais pas au courant jusqu'à récemment, a poursuivi Victoria. Mais l'ignorance n'est pas l'innocence. J'ai profité de ce que mon père a fait. J'ai bâti ma carrière sur son succès volé. Et quand j'ai finalement appris la vérité, mon premier réflexe a été de faire ce qu'il aurait fait, voler à nouveau Marcus Chen pour s'approprier la technologie du moteur Aurora et la revendiquer pour Hayes Aerospace. Elle a marqué une pause. J'avais tort. J'avais tellement tort. Et je suis ici aujourd'hui pour le reconnaître, pour m'en excuser et pour m'engager publiquement à suivre une autre voie. Victoria a parlé pendant 45 minutes. Elle a raconté toute l'histoire. Le vol commis par son père, les brevets enterrés, les carrières détruites de Marcus et Elena. Elle a expliqué comment elle avait appris la vérité, comment elle avait essayé de reproduire la technologie, comment elle avait été contrainte de quitter sa propre entreprise lorsque le scandale avait éclaté. Puis, elle a parlé du local de stockage, des 37 jours, des ampoules sur ses mains et de la douleur dans ses épaules. Du moment où le moteur a enfin démarré et où elle a compris ce qu'Elena avait essayé de lui enseigner. « Je ne peux pas effacer ce que mon père a fait », a déclaré Victoria. « Je ne peux pas rendre à Marcus les années qu'il a perdues. Je ne peux pas donner à Elena la reconnaissance qu'elle méritait de son vivant. Mais je peux faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Je peux dire la vérité. Je peux utiliser toute l'influence qui me reste pour m'assurer que la technologie Aurora parvienne aux personnes qui en ont besoin. Je peux passer le reste de ma vie à essayer de mériter la seconde chance qui m'a été donnée. » Elle regarda directement les caméras. « À tous ceux qui ont été blessés par les actions de mon père, je suis désolé. À Marcus Chen, qui m'a fait preuve de clémence alors que je méritais d'être condamné, merci. Et à Elena Chen, que je n'ai jamais eu l'honneur de rencontrer, je vous promets que votre rêve ne sera plus jamais enterré. Votre travail changera le monde et tout le monde connaîtra votre nom. » Victoria s'éloigna du podium. La salle s'emballa. Des questions fusèrent de toutes parts. Certaines hostiles, d'autres sympathiques, toutes exigeant davantage. Victoria y répondit une par une, sans rien cacher, sans rien éluder. À la fin, elle était épuisée, vidée, mais aussi, d'une certaine manière, plus légère. Et elle quitta la scène et trouva Marcus qui l'attendait dans les coulisses.
Ses yeux étaient humides. « Tu as réussi, dit-il doucement. Tu as vraiment réussi. C'est ce que c'est faisant? » « Je ne sais pas. » Marcus tendit la main et la posa sur son épaule. « Mais c'est un début. » Ils quittèrent ensemble le centre de conférence sous le soleil éclatant de Californie, vers un avenir qu'aucun d'eux ne pouvait prédire. Mais pour la première fois depuis le début de cette aventure, Victoria avait le sentiment qu'elle méritait peut-être de voir ce qui allait se passer ensuite. Les retombées de la conférence de presse furent dévastatrices. En moins de 24 heures, la confession de Victoria avait été vue plus de 40 millions de fois en ligne. Les chaînes d'information diffusaient la vidéo en boucle. Les réseaux sociaux explosèrent avec les hashtags #Justice pour Elena Sat Aurora Engine, Victoria Hayes Vérité. Les articles d'opinion inondèrent Internet, certains la qualifiant de héroïne, d'autres insistant sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un autre coup de pub de la part d'Iris, tombé en disgrâce. Victoria ignora tout cela. Elle retourna à l'atelier et continua à travailler, mais le monde ne la laissait pas disparaître. 3 jours après la conférence de presse, le conseil d'administration de Hayes Aerospace abandonna ses poursuites judiciaires. Aucune explication, aucune déclaration publique, juste un retrait discret déposé auprès du tribunal. Victoria l'a appris par son avocat, qui l'a appelé à 6 heures du matin pour lui annoncer la nouvelle. « Ils ont peur, lui a-t-il dit. Vos aveux ont soulevé trop de questions. Si l'affaire passe en jugement, tout sera révélé sous serment. Ils préfèrent limiter les dégâts plutôt que de risquer d'être exposés. Et l'enquête criminelle, le bureau du procureur examine l'affaire, mais honnêtement, vous n'êtes plus de la cible. Vous avez coopéré. Vous avez dit la vérité. Ils s'intéressent aux membres du conseil d'administration qui étaient au courant du vol des brevets et qui l'ont dissimulé pendant des années. » Victoria raccrocha le téléphone et resta assise en silence pendant un long moment. Elle s'attendait à ressentir du soulagement. Au lieu de cela, elle se sentait vide. Le procès était terminé, mais le poids était toujours là. La connaissance de ce que son père avait fait, les années qui ne pourraient jamais être rattrapées, les dommages qui ne pourraient jamais être entièrement réparés. Marcus la trouva dans l'atelier 1 heure plus tard, fixant le moteur qu'elle avait construit dans l'unité de stockage. « J'ai entendu parler du procès, dit-il. Félicitations. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné. Ce n'est pas censé être le cas. » Marcus tira une chaise et s'assit à côté d'elle. La justice n'est pas une question de victoire. C'est une question d'équilibre. De remettre les choses en ordre. Cela prend du temps. Combien de temps? Autant qu'il faudra. Victoria se tourna vers lui. Est-ce que tu arrêtes un jour de ressentir ça? La colère, le chagrin, le sentiment qu'on t'a pris quelque chose qui ne pourra jamais être remplacé. Marcus resta silencieux pendant un long moment. Non, finit-il par dire. Mais tu apprends à le porter différemment. Certains jours, c'est lourd. D'autres jours, tu le remarques à peine. Et certains jours, les bons jours, tu te rends compte que tout ce que tu as perdu t'a conduit là où tu devais être. Je ne comprends pas comment tu peux être assise ici avec moi après tout ce que ma famille t'a fait, après tout ce que j'ai fait, parce qu'Elena m'a appris quelque chose d'important. La voix de Marcus était douce. Elle disait que le pardon ne concerne pas la personne qui t'a fait du tort. Il te concerne toi. Quand tu gardes ta colère, c'est toi qui souffres. L'autre personne continue sa vie. C'est toi qui restes coincé dans le passé, revivant la douleur encore et encore. Donc, tu m'as pardonné, j'y travaille. Un soupçon de sourire traversa son visage. Repose-moi la question dans 10 ans. Victoria rit malgré elle. C'était un petit rire, fragile mais réel. D'accord, dit-elle. Les 6 mois qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de Victoria. Le partenariat avec Boeing a avancé, mais développer la technologie Aurora s'est avéré exponentiellement plus difficile que de construire un seul prototype. Problèmes de chaîne d'approvisionnement, défis de fabrication, obstacles réglementaires qui semblaient conçus pour ralentir l'innovation plutôt que la facilité. Victoria s'est lancée à corps perdu dans la résolution de chaque problème, travaillant 18 heures par jour, acquérant des compétences dont elle n'avait jamais eu besoin en tant que PDG. Elle a négocié avec des fournisseurs qui tentaient de leur faire payer des prix excessifs. Elle a témoigné devant des comités du Congrès qui voulaient comprendre la technologie. Elle s'est rendue dans des usines de 3 pays différents pour superviser le contrôle qualité. Et tout au long de cette période, Marcus était à ses côtés. Ils ont développé un rythme, un partenariat fondé sur le respect mutuel et un objectif commun.
Marcus s'occupait de l'aspect technique, de l'ingénierie, de la recherche et du perfectionnement constant de la conception d'Aurora. Victoria s'occupait de l'aspect commercial, des contrats, des négociations et des réunions interminables avec les investisseurs, les partenaires et les régulateurs. Ils se disputaient parfois. Marcus trouvait que Victoria allait trop loin, allait trop vite. Victoria trouvait que Marcus était trop prudent, trop enclin à laisser le parfait être l'ennemi du bien. Mais il trouvait toujours le moyen de se réconcilier, se rappelant toujours pourquoi ils se battaient. Un soir, environ 7 mois après la conférence de presse, il travaillait tard dans l'atelier lorsque le téléphone de Victoria sonna. C'était Catherine Wells, de Boeing. « Nous avons réussi, » dit Catherine. « La FAA vient d'approuver le moteur Aurora pour une utilisation dans l'aviation commerciale. Le premier vol est prévu pour le mois prochain. » Victoria laissa tomber le téléphone. Marcus leva les yeux de son travail. « Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? »« Tout va bien. » La voix de Victoria tremblait. « Tout va bien. La FAA nous a donné son accord. Nous allons voler, Marcus. Nous allons vraiment voler. » Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Puis Marcus se dirigea vers la vieille Mustang, toujours garée dans un coin de l'atelier, et posa la main sur le capot. « Elle aurait adoré ça, » dit-il doucement. « Elena, elle a toujours rêvé de voir les aurores boréales dans le ciel. » Victoria s'approcha et se tint à côté de lui. « Parle-moi d'elle. Pas de la scientifique, mais de la femme, de la personne que tu aimais. » Marcus resta silencieux pendant un long moment. Puis il se mit à parler. Il raconta à Victoria comment ils s'étaient rencontrés lors d'un séminaire à Stanford. Tous deux trop têtus pour admettre que l'autre avait raison. Il lui raconta leur premier rendez-vous, un désastre qui s'était terminé par un pneu crevé et 2 heures de marche pour rentrer chez eux. Il lui raconta leur mariage, une petite cérémonie au Golden Gate Park avec exactement 12 invités. Il lui raconta le jour où Elena avait reçu son diagnostic, comment elle lui avait tenu la main et lui avait dit « Bon, je suppose qu'il va falloir travailler plus vite. » Comment elle avait passé ces derniers mois dans l'atelier, luttant contre la douleur et l'épuisement, refusant d'abandonner leur rêve. Elle savait qu'elle allait mourir. Marcus dit qu'elle savait qu'elle ne verrait jamais l'Aurora voler, mais qu'elle avait continué à travailler malgré tout jusqu'à la fin. Ses derniers mots à mon égard concernaient le régulateur de flux d'énergie. Elle avait trouvé un moyen de l'améliorer et elle essayait de me l'expliquer, mais elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas. Sa voix se brisa. Victoria tendit la main et prit la sienne. Elle ne dit rien. Elle se contenta de la serrer. « J'ai passé 15 ans à être en colère, » poursuivit Marcus. Après un moment, en colère contre ton père, en colère contre le monde, en colère contre Dieu, ou le destin, ou toute autre force qui décide qui vit et qui meurt. Mais Elena n'aurait pas voulu cela. Elle aurait voulu que je continue à travailler, à croire, à trouver quelqu'un qui puisse m'aider à terminer ce que nous avions commencé. Il se tourna vers Victoria. « Elle t'aurait aimé, dit-il, la personne que tu es devenue. Elle aurait vu en toi quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. J'aurais aimé la rencontrer. D'une certaine manière, tu l'as rencontrée. Chaque fois que tu lis ses notes, chaque fois que tu suis son raisonnement, que tu résous un problème qu'elle a laissé derrière elle. Elle est toujours là, Victoria, dans son travail, dans le moteur, dans tous ceux dont la vie sera changée par ce qu'elle a construit. » Victoria lui serra la main. « Alors faisons en sorte que le monde connaisse son nom. » Le premier vol commercial utilisant la technologie des moteurs Aurora a décollé de l'aéroport international de San Francisco par une claire matinée d'octobre. Victoria et Marcus ont regardé depuis la terrasse d'observation le Boeing 787 équipé des systèmes de propulsion Aurora rouler vers la piste. L'avion avait été peint spécialement pour l'occasion, en bleu foncé avec des accents dorés et sur la queue un seul mot. « Elena. » « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » a dit Marcus, les yeux fixés sur l'avion. « Donne-lui son nom. » « Oui, je l'ai fait. » La voix de Victoria était ferme. C'est son accomplissement, son héritage. Le monde doit savoir qui a rendu cela possible. Les moteurs ont émis ce son familier, cette harmonie parfaite que Victoria avait entendue pour la première fois dans un parking, il y a ce qui semblait être une éternité. L'avion a commencé à accélérer de plus en plus vite jusqu'à décoller et s'élever dans le ciel bleu de Californie. Marcus l'a regardé s'éloigner, les larmes coulant sur son visage. « Elle vole, » murmura-t-il. « Elena vole enfin. »
Victoria passa son bras autour de ses épaules et le serra dans ses bras pendant qu'il pleurait. Autour d'eux, la foule éclata en acclamations. Les appareils photos crépitaient. Les journalistes criaient leurs questions. Mais Victoria et Marcus se tenaient à l'écart, eux qui avaient parcouru un long chemin pour arriver à ce moment. Lorsque l'avion disparut dans les nuages, Marcus s'essuya les yeux et se tourna vers Victoria. « Merci, dit-il, pour tout, pour avoir changé, pour m'avoir aidé à terminer ce que nous avions commencé. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as donné une chance alors que je ne la méritais pas. Tu m'as appris ce que signifie construire quelque chose de réel. » Nous avons appris l'un de l'autre, Marcus sourit. C'est ça, le partenariat. Le succès du moteur Aurora se répandit comme une traînée de poudre. En moins d'1 an, 15 grandes compagnies aériennes avaient signé des accords de licence. En moins de 2 ans, la technologie avait été adaptée aux navires, aux trains et aux camions longue distance. En moins de 3 ans, les premières voitures équipées du moteur Aurora sortaient des chaînes de montage, propres, efficaces et suffisamment abordables pour les familles ordinaires. Les groupes environnementaux ont qualifié cette avancée de « percée la plus importante de l'histoire des énergies propres ». Les économistes ont estimé que la technologie Aurora permettrait d'éviter des milliards de tonnes d'émissions de carbone au cours de la prochaine décennie. Les scientifiques l'ont étudiée comme un chef-d'œuvre d'ingénierie, une solution si élégante qu'elle semblait presque impossible. Et partout, le nom d'Elena Chen est devenu synonyme d'innovation et d'espoir. Victoria et Marcus ont fait l'objet d'articles dans toutes les grandes publications. Ils ont prononcé des discours lors de conférences à travers le monde. Ils ont témoigné devant les Nations Unies du potentiel des technologies d'énergie propre. Ils sont devenus des célébrités malgré eux, leur partenariat étant présenté comme un exemple de ce qu'il est possible de réaliser lorsque de vieux ennemis choisissent la réconciliation plutôt que la vengeance. Mais Victoria n'a jamais oublié d'où elle venait. Elle a créé la fondation Elena Chen, dédiée à soutenir les jeunes ingénieurs issus de milieux défavorisés. Elle a financé des bourses d'études, des subventions de recherche, des programmes de mentorat. Elle s'est assurée que la prochaine génération d'innovateurs aurait les opportunités qu'Elena n'avait jamais eues. Et chaque année, à la date anniversaire de la mort d'Elena, Victoria et Marcus se rendaient ensemble sur sa tombe. Ils se tenaient dans le cimetière silencieux, regardant la simple pierre tombale, et Marcus parlait à sa femme. Il lui parlait des progrès de l'entreprise, des vies transformées, des rêves réalisés. Il lui parlait de Victoria, de sa transformation d'ennemi en partenaire, de destructrice en bâtisseuse. Et Victoria ajoutait ses propres mots. « Je ne t'ai jamais connu, disait-elle, mais tu m'as sauvé. Ton travail, ta vision, ta conviction que les gens peuvent être meilleurs qu'ils ne le sont. Tu m'as donné une raison de changer et je passerai le reste de ma vie à essayer d'honorer ce cadeau. » 5 ans après le premier vol d'Aurora, Victoria a reçu une invitation inattendue. Le Musée national de l'innovation américaine voulait créer une exposition permanente en l'honneur du moteur Aurora. Il voulait exposer le prototype original, la Mustang rouillée, qui avait porté le secret pendant 15 ans d'obscurité. Marcus a accepté de faire don de la voiture, mais à une condition. Victoria devait être présente lors du dévoilement. « Pourquoi moi ?» a-t-elle demandé lorsqu'il lui en a fait part. « Parce que tu fais désormais partie de l'histoire d'Elena, l'histoire d'Aurora. Tu ne peux plus t'en dissocier. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir ma place dans la même exposition qu'elle. C'est exactement pour cela que tu l'as. » La voix de Marcus était douce. La rédemption ne signifie pas faire comme si le passé n'avait pas existé. Cela signifie l'intégrer, l'assumer, l'utiliser pour enseigner aux autres ce qui est possible. La cérémonie de dévoilement eut lieu par un après-midi frais de novembre. Le musée avait recréé une version de l'atelier Aurora Dynamics avec des établis, du matériel de diagnostic et au centre, la Ford Mustang de 1972. La rouille avait été préservée, la peinture décolorée laissée intacte. Elle était exactement comme le jour où Victoria avait entendu le moteur vrombir pour la première fois dans le parking. Une plaque de bronze se trouvait à côté de la voiture. Victoria l'a lu à haute voix pendant son discours. Ce véhicule a apporté une révolution. Pendant 15 ans, il a transporté un rêve que des forces puissantes ont tenté de détruire. Le moteur Aurora développé par Marcus et Elena Chen représente l'une des réalisations technologiques les plus importantes de l'histoire de l'humanité.
Mais plus encore, il représente le pouvoir de la persévérance, la force de l'amour et la possibilité de la rédemption. Victoria fit une pause et regarda la foule. Elle vit des visages familiers. Richard Morrison, aujourd'hui âgé de 92 ans, est toujours aussi vif. Patricia Reeves, qui avait quitté Hayes Aerospace pour rejoindre Aurora Dynamics. Les dirigeants de Boeing qui avaient misé sur une technologie qui semblait impossible. Et Marcus, debout au premier rang, les larmes aux yeux. Je voudrais vous raconter une histoire, poursuivit Victoria. C'est l'histoire d'une femme que je n'ai jamais rencontrée, mais qui a changé ma vie à jamais. Elle s'appelait Elena Chen et elle croyait que la technologie existe pour servir l'humanité, non pas pour la dominer, ni pour l'exploiter, mais pour l'élever. Elle croyait que l'univers n'a pas de problème de pénurie. Il a un problème de sagesse. Elle croyait que le gaspillage pouvait devenir une richesse et que la perte pouvait devenir un gain. La voix de Victoria se brisa légèrement, mais elle continua. Elena mourut en croyant que l'œuvre de sa vie avait été enterrée. Elle mourut en pensant que les puissants avaient gagné, que l'innovation pouvait être écrasée par la cupidité. Mais elle avait tort. Son travail a survécu. Son rêve a survécu. Et aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde vivent mieux grâce à ce qu'elle a construit. Victoria regarda Marcus. Je ne suis pas l'héroïne de cette histoire. Je ne suis même pas un personnage secondaire. Je suis la méchante qui a appris à devenir autre chose. Je suis la preuve que même la pire version de nous-mêmes ne doit pas nécessairement être la version définitive. Elena croyait que Marcus me l'avait dit. Elle croyait aux secondes chances, elle croyait à la transformation, elle croyait à la possibilité de la rédemption. Victoria s'est dirigée vers la Mustang et a posé sa main sur le capot. Cette voiture m'a appris ce qu'est de la vraie valeur. Ce n'est pas une question de prestige, de statut ou de taille de bureau. C'est une question de ce que vous construisez, de ce que vous protégez, de ce que vous êtes prêt à sacrifier pour faire ce qui est juste. Elle s'est retournée vers la foule. Elena Chen n'a jamais pu voir son moteur voler. Elle n'a jamais pu voir les compagnies aériennes faire la queue pour obtenir la licence de sa technologie. Les émissions de carbone baissaient et le monde commençait à changer. Mais je crois que je dois croire que, d'une manière ou d'une autre, quelque part, elle sait. Elle sait que son rêve s'est réalisé. Elle sait que son travail a compté. Et elle sait qu'une femme qui était autrefois son ennemie est passée 5 ans à essayer de mériter le cadeau d'une seconde chance. Victoria s'éloigna du podium. La foule applaudit. Les appareils photo crépitèrent. Les journalistes posèrent des questions, mais Victoria regardait Marcus. Il hocha lentement la tête. Et dans ce signe de tête, elle vit tout. Le pardon, l'acceptation, le partenariat, l'espoir. Ils n'étaient pas vraiment d'amis. Les blessures étaient trop profondes pour cela, mais ils étaient autre chose, quelque chose de plus difficile à nommer. Les témoins de la transformation de l'autre, la preuve que les choses brisées pouvaient être reconstruites. Après la cérémonie, lorsque la foule s'était dispersée et que le musée était redevenu calme, Victoria et Marcus se tenaient seuls à côté de la Mustang. « Tu te souviens de la première fois que tu as entendu ce moteur ?» demanda Marcus. « Dans le parking. Le jour où tu as fait taire tout le monde. Qu'as-tu ressenti? » Victoria y réfléchit longuement. De la confusion, de la curiosité et autre chose. Quelque chose que je ne reconnaissais pas à l'époque. Je pense que c'était de la peur. Peur de quoi? Peur d'avoir tort. Peur qu'il y ait des choses dans le monde que je ne comprenais pas. Peur que toute ma vie soit fondée sur un mensonge. Elle fit une pause. Cette peur s'est avérée être un cadeau. C'était le début du changement. Marcus fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet. Une clé vieille et usée. Son métal était lisse à force d'avoir été utilisé pendant des années. « C'est la clé d'origine, dit-il. Celle qu'Elena avait utilisée pour démarrer le moteur pour la toute première fois. Je l'ai gardée avec moi tous les jours pendant 20 ans. Il la tendit à Victoria. Je veux que tu l'aies. Victoria fixa la clé du regard. Marcus, je ne peux pas. Si tu peux. Elena aurait voulu cela. Elle croyait qu'il fallait transmettre les choses et non les garder pour soi. Cette clé a déclenché une révolution. Elle appartient désormais à la femme qui a contribué à la mener à bien. Victoria prit la clé entre ses mains tremblantes. Elle était chaude, sortie de la poche de Marcus, usée par des années d'espoir, de chagrin et de persévérance. Que suis-je censé en faire? Souviens-toi, chaque fois que tu doutes de toi-même,
Chaque fois que tu te demandes si tu as vraiment changé, tiens cette clé et souviens-toi de ce qu'elle a déclenché. Souviens-toi que les choses les plus précieuses dans la vie ne sont pas toujours visibles. Parfois, elles sont cachées à la vue de tous, attendant que quelqu'un ait le courage de regarder au-delà de la rouille et de voir l'or qui se cache dessous. Victoria referma ses doigts sur la clé. « Merci, murmura-t-elle, pour tout. »« Merci, répondit Marcus, d'avoir prouvé qu'Helena avait raison, que les gens peuvent changer, que la rédemption est possible. » Ils se tenaient ensemble dans le musée silencieux, regardant la voiture qui les avait tous deux accompagnés dans leur transformation. La rouille était toujours là, la peinture toujours écaillée, la portière passager toujours légèrement tordue. Mais à l'intérieur de cette carrosserie usée se trouvait la preuve d'un miracle, que le génie peut survivre au vol, que l'amour peut survivre à la mort, que ceux qui se moquent des vieilles voitures et des concierges discrets apprennent parfois la leçon la plus difficile de toutes, que la valeur ne se mesure pas à l'éclat ou au statut, mais à ce que l'on construit, à ce que l'on protège et à ce que l'on est prêt à sacrifier pour faire ce qui est juste. Victoria serra la clé dans sa main et fit une promesse silencieuse. À Helena, dont elle avait aidé à réaliser le rêve, à Marcus, dont elle avait gagné la confiance au fil des années, à elle-même, la femme qu'elle était devenue après avoir brûlé tout ce qu'elle était autrefois. Les lumières du musée s'éteignirent autour d'eux. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle se poursuivait dans chaque avion propulsé par Aurora qui traversait le ciel, chaque véhicule à énergie propre sortant des chaînes de montage, chaque jeune ingénieur étudiant les conceptions d'Helena et rêvant de ce qu'il pourrait construire. Certaines révolutions commencent par un coup d'éclat, d'autres commencent par un murmure, et certaines, les plus importantes, commencent par une vieille voiture rouillée dans un parking, un moteur qui ne devrait pas exister, et deux personnes assez courageuses pour croire que même les choses les plus cassées peuvent être remises en état de marche. Le concierge a obtenu justice, la PDG a obtenu sa rédemption, et la vieille voiture dont tout le monde se moquait est devenue la machine qui a changé le monde. Car en fin de compte, chaque moteur, chaque personne, chaque chose cassée a le potentiel de renaître. Il suffit que quelqu'un soit prêt à tourner la